Deuxième partie, de mystère en mystère. Chapitre 1er, où Chantecoq apprend successivement la disparition de Jacques Bellegarde et la réapparition de Belphégor. Il était 9 heures du matin. Sur la petite terrasse attenant à sa maison et recouverte d'une véranda, Chantecoq, installé dans un confortable rocking chair, parcourait tranquillement les journaux lorsque brusquement il releva la tête. Des pas rapprochés faisaient grincer le gravier de l'allée centrale. Le détective aperçut Pierre Gautret qui se dirigeait vers lui, accompagné d'un homme d'une trentaine d'années en costume de sport et d'un garçon qui, habillé d'un vêtement rembourré de dresseur, tenait en laisse deux magnifiques chiens danois, Pandore et Vidocq. Chantecoq, se levant, fit quelques pas vers eux. Lorsqu'il les eut rejoints, Gautret aussitôt présenta « Monsieur Carabeau, directeur du chenil de la rue Saint-Honoré ». Ce dernier salua le détective qui, simplement, cordialement, lui tendit la main. Monsieur Carabeau déclarait, en lui montrant les deux chiens « Ainsi que vous me l'avez demandé, monsieur Chantecoq, je vous amène Pandore et Vidocq, les deux plus beaux numéros de mon chenil. » Sont-ils bien dressés ? Interrogeait Chantecoq. « Vous allez voir, » fit le marchand avec un air très sûr de lui. Et tout de suite, il ordonna à son employé « Détachez-les !» Le garçon obéit. Monsieur Carabeau, tout en désignant une fenêtre ouverte de la villa à ses deux pensionnaires, qui assis devant lui le contemplaient de leurs yeux pétillants d'intelligence, fit simplement « Allez !» Pandore et Vidocq s'élancèrent, escaladèrent les marches de la terrasse et, franchissant le rebord de la fenêtre, disparurent en un clin d'œil à l'intérieur de la maison. « Et là !» observait Chantecoq, un peu inquiet. « J'espère bien qu'ils ne vont rien démolir chez moi. »« Soyez tranquille, » rassurait le directeur du chenil. Et prenant dans sa poche un sifflet, il en tira un son aigu et prolongé. Aussitôt les chiens reparurent, se précipitèrent vers lui, s'en vinrent se coucher à ses pieds. « Bravo !» appuyait le grand limier, très satisfait de cette expérience. Le directeur s'approchait de son employé et lui donnait quelques ordres à voix basse. Le garçon se dirigea vers le soupirail de la cave et, tirant de sa poche une scie à métaux, il fit semblant de s'attaquer à l'un des barreaux. Monsieur Carabeau n'eut même pas besoin de prononcer une parole. Un simple coup d'œil lancé aux deux chiens suffit pour que ceux-ci s'élançassent sur le faux cambrioleur et l'immobilisassent avec une rapidité foudroyante, l'un en lui sautant à la gorge, l'autre en l'empoignant par une jambe. Il était visible que celui-ci, sous peine d'être dévoré, ne pouvait plus faire un mouvement. De nouveau, le marchand fit entendre un coup de sifflet, et instantanément les deux Danois lâchèrent le garçon et s'en vinrent s'étendre devant leur maître. « C'est parfait, » déclarait Chantecoq. « Je crois qu'ils feront très bien mon affaire. » Et se tournant vers Gautret qui admirait les deux superbes bêtes, Chantecoq ordonna « Va dire à ta femme de leur préparer une bonne pâtée. » Et il réintégra son studio. Colette était en train de disposer des fleurs dans un vase de cristal qui ornait la table de travail du détective. S'avançant vers elle, Chantecoq fit, tout en l'embrassant, « Bonjour, ma chérie. »« Bonjour, père, » fit Colette en lui rendant son baiser. Et tout de suite, d'un ton anxieux, cette demande, « Rien de nouveau ?» Le détective répliquait, « Non, rien encore. Et toi, tu n'as pas trop rêvé à Belphégor ? » ?»« Je n'ai jamais si bien dormi. » Tout en l'enveloppant d'un regard qui révélait sa profonde tendresse, le détective reprit, « Alors bien vrai, tu n'as pas peur ?» Crânement, Colette ripostait. « Pourquoi aurais-je peur ? N'es-tu pas toujours le plus fort ?» Une sonnerie de téléphone retentit. Le limier décrocha l'appareil et écouta. Sans doute la communication était-elle importante car, malgré sa grande maîtrise de lui-même, il parut à la fois surpris et préoccupé. À son tour, il lança dans le cornet d'ébonite « À la description que vous m'en faites, c'est évidemment le fantôme du Louvre qui vous a rendu visite la nuit dernière. » Il se tut, écouta de nouveau, puis il lança dans le cornet « Allô, je veux bien, mais à la condition formelle que la police officielle ne sera pas saisie avant que j'aie fait mon enquête. »« Allô ? Oui, mes méthodes sont tellement différentes. »« Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Très bien, parfait, entendu. Je vais venir tout de suite. Au revoir, mademoiselle. » Et tout en raccrochant l'appareil, Chantecoq scanda. Décidément, ce Belphégor a toutes les audaces. Qu'a-t-il encore fait ?
interrogeait Colette avec un accent de vive curiosité. Il paraît que la nuit dernière, le fantôme du Louvre s'est introduit chez mademoiselle Simone Desroches. L'amie de M. Bellegarde, précisa la jeune fille en pâlissant légèrement. Sans paraître remarquer le trouble qui s'était emparé d'elle, Chantecaux poursuivait. Il se serait emparé d'un paquet de lettres écrites par ce journaliste et que mademoiselle Desroches avait elle-même serré pendant l'après-midi dans un meuble dont elle seule avait la clé. Et comme s'il se parlait à lui-même, il scanda. « Pourquoi ce nouveau vol ? Décidément, cette affaire devient de plus en plus troublante. »« Père, observait Colette, est-on bien sûr que ce soit le fantôme du Louvre qui ait commis ce larcin ? La demoiselle de compagnie de mademoiselle Desroches, qui vient de me téléphoner, m'en a fait une telle description qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. »« C'est vraiment extraordinaire, » murmurait Colette, tout en s'efforçant de dissimuler la profonde émotion qui s'était emparée d'elle. « Tellement extraordinaire, martelait le limier, que je vais de ce pas me rendre chez mademoiselle Desroches. » Il n'avait pas achevé cette phrase que la porte s'ouvrait avec fracas. Rouge comme une tomate, le chapeau de travers, essoufflée, affolée, la bonne grosse Marie-Jeanne se précipitait dans le studio en criant « Monsieur Chantecaux, mademoiselle Colette !» Et elle se laissa tomber de tout son poids dans un fauteuil qui, malgré la solidité de ses pieds en acajou massif, fit entendre une plainte inquiétante. « Voyons, qu'avez-vous » interrogeait Colette en se précipitant vers sa nouvelle cuisinière. Suffoquée, celle-ci haletait. « Monsieur Jacques n'est pas chez lui, et la concierge m'a affirmé qu'il n'était pas rentré de la nuit. »« Que dites-vous là ?» s'exclamait la fille de Chantecaux, tout en dirigeant son regard angoissé vers son père qui fronçait légèrement ses sourcils. Madame Gautret poursuivait. « Je suis passée au Petit Parisien. Là, on m'a dit qu'on n'avait pas revu monsieur Jacques depuis hier soir 8 heures. Aussi j'ai peur qu'il ne lui soit arrivé malheur. »« Ne nous frappons pas, » déclarait Chantecaux. L'enquête que fait en ce moment Jacques Bellegarde réclame, ainsi que toutes celles de ce genre, la plus parfaite circonspection et le plus grand mystère. Il se peut fort bien qu'il ait cru utile de s'absenter. « Père, » s'écria Colette, « j'ai le pressentiment qu'il est arrivé malheur à monsieur Jacques. »« Calme-toi, mon enfant. Pourvu que Belphégor, qui doit le haïr férocement, ainsi que tous ceux qui s'acharnent à sa poursuite, ne l'ait pas, ainsi qu'il l'en menaçait, lâchement assassiné. Ne te mets donc pas de pareilles idées en tête. Le vol de ces lettres n'est-il pas extrêmement troublant ? J'en conviens. Belphégor n'aurait-il pas dérobé cette correspondance dans le dessein de renforcer les charges qu'il cherche à accumuler contre Bellegarde ? C'est fort probable, reconnaissait Chantecaux, très impressionné par la logique de sa fille. Celle-ci continuait. Une fois en possession de ces documents, Belphégor n'aurait-il pas trouvé plus prudent de s'éviter toute contradiction en supprimant le malheureux ? Et qui sait, si demain, les journaux ne nous apprendront pas que grâce aux machinations de ce bandit, M. Jacques s'est soi-disant suicidé, avouant ainsi qu'il était le fantôme du Louvre. « Ma chère Colette, » reprenait Chantecaux, « j'ai souvent admiré ton imagination, et je l'ai admirée d'autant plus que, sauf de rares exceptions, elle était toujours d'accord avec la réalité. Permets-moi cependant de te faire observer qu'aujourd'hui, elle t'entraîne à des déductions dont je suis loin de partager le pessimisme. » Et avec un accent d'énergie qui se tempérait d'une expression de douce et tendre affection, le célèbre limier continua. « Je t'assure que tes hypothèses ne reposent sur aucune base solide. »« Ah, comme je voudrais que tu eusses encore raison !» laissa échapper la jeune fille. Devinant que le cœur de son enfant était pris encore plus qu'elle ne s'en doutait elle-même, Chantecaux reprenait. « As-tu toujours confiance en moi ? » ?»« Plus que jamais. »« Eh bien, ma chérie, en toute franchise, je tiens à te déclarer que j'ai la conviction très nette, très arrêtée, que non seulement Jacques Bellegarde est vivant, mais qu'il dînera ce soir avec nous. Là-dessus, je te dis au revoir, car il faut que je passe chez mademoiselle Desroches. Promets-moi que tu ne vas pas bouger d'ici pendant mon absence. Oui, père. » Chantecaux embrassa le front de sa fille, puis se retournant vers Marie-Jeanne, il lui murmura à l'oreille. « Je vous la confie. »« Monsieur, » affirmait Marie-Jeanne avec une sincérité absolue, « vous pouvez entièrement compter sur moi. Tant que je serai là, il n'arrivera rien à mademoiselle. » Et le détective quitta son studio. Après être demeurée quelques secondes pensive et silencieuse, Colette fit quelques pas et se laissa tomber sur un siège.
Envahie de nouveau par l'inquiétude, elle courba le front et se cacha la tête entre les mains. Des larmes affluaient à ses yeux. Un douloureux sanglot gonfla sa poitrine. « Pourquoi ?» se demanda-t-elle. « Oui, pourquoi ai-je tant de chagrin ?» Marie-Jeanne la contempla, tout attendrie, et s'approchant de la jeune fille, elle fit avec bonhomie « Faut pas pleurer comme ça, mademoiselle Colette !» Et se penchant vers la charmante enfant dont elle avait deviné le secret, elle ajouta simplement « Il reviendra !» Chapitre 2. Première enquête. Après avoir recommandé à Gautret de monter, pendant son absence, une garde vigilante dans le jardin de la villa, avec les deux Danois, qui d'ailleurs s'étaient tout de suite familiarisés avec l'ex-gardien du Louvre, Chantecaux s'était rendu immédiatement chez Simone Desroches. Il avait été reçu par Elsa Bergen et Maurice de Thouars. Celui-ci, maintenant, ne quittait guère la maison d'Auteuil. Tous deux avaient fait au roi des détectives le récit exact et détaillé des événements, troublants entre tous, auxquels ils avaient assisté au cours de la nuit précédente, récit que Chantecaux avait écouté avec la plus grande attention et dont il avait rigoureusement noté dans son esprit jusqu'au moindre détail. Lorsque ses interlocuteurs eurent terminé, après s'être recueillis pendant quelques secondes, il demanda « Quelle heure était-il quand vous avez vu le fantôme ?»« 23 heures, répondit nettement M. de Thouars. « Pourriez-vous me montrer le meuble qui renfermait les lettres volées ?»« Veuillez me suivre, » invitait Mlle Bergen. Tous trois passèrent du grand salon dans le boudoir. M. de Thouars conduisit directement le limier vers le secrétaire qui était resté ouvert. « On n'a touché à rien ?» interrogea Chantecaux. « À rien. » « Où se trouvaient exactement les lettres ?»« Seule, » répliqua la Scandinave, « Mademoiselle Desroches pourrait le dire, mais encore sous le coup de l'impression terrible que lui a causé ce mystérieux attentat, elle est très souffrante, et je doute fort qu'elle soit en état de répondre. » Le limier n'insista pas. Maintenant il examinait avec attention le secrétaire qui ne portait aucune trace d'effraction. Il est évident, concluait-il, que le voleur qui n'a commis aucun dégât a dû se servir d'un instrument extrêmement perfectionné, à moins qu'il n'ait réussi à se procurer l'empreinte de la serrure, ce qui donnerait raison à ses premières déductions, à savoir qu'il faut chercher le coupable parmi les intimes de notre jeune poétesse. Peut-être, observait Mlle Bergen, la photographie des empreintes donnera-t-elle quelques résultats ? « Je puis, dès à présent, vous affirmer que non, » déclara le célèbre limier avec force, « et je vais vous en donner la preuve. D'après la description que vous venez de m'en faire, le bandit qui s'est introduit cette nuit ici est le même que celui que j'ai rencontré au Louvre il y a 2 nuits, au pied de la statue de Belphégor, dans la salle des dieux barbares. « Comment, vous l'avez vu ?» s'exclamèrent simultanément la demoiselle de compagnie et le beau Maurice. « Comme je vous vois, » répliquait Chantecaux, et d'un ton mordant, incisif, il martela. « Et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs, grâce auxquels il pouvait, sans risquer de se trahir, manipuler les objets les plus divers. D'où, appuyait M. de Thouars, la difficulté très grande de se procurer sur ce mystérieux malfaiteur d'utiles renseignements. Fort heureusement, déclarait le roi des détectives, nous avons à notre disposition d'autres moyens d'investigation qui, lorsqu'on sait s'en servir... » Il s'arrêta, réfléchit un instant, puis demanda à ses deux interlocuteurs « Où se trouvait exactement le fantôme lorsque vous l'avez aperçu ?»« Il était en train d'enjamber la fenêtre que voici, » répliquait M. de Thouars. « Qui vous a signalé sa présence ?» interrogeait le limier. La demoiselle de compagnie répondait « Le bruit qu'a fait en tombant une potige qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre pour s'enfuir. » Alors, poursuivait M. de Thouars, je me suis précipité à sa poursuite. Je l'ai vu, dans le jardin, s'élancer derrière un bosquet. J'ai tiré dans sa direction plusieurs coups de revolver, mais j'ai dû le manquer car il a disparu sans laisser la moindre trace. « En êtes-vous bien sûr ?» soulignait Chantecaux. « Absolument, car avec les domestiques qui étaient accourus, j'ai fouillé le jardin. Nous n'avons rien découvert. Rien. Absolument rien. »« C'est infiniment curieux, » définissait Chantecaux. Se tournant vers Maurice de Thouars, le détective ajouta « Allons visiter le jardin. » Il sortit d'un pas rapide avec Maurice de Thouars. Mademoiselle Bergen les vit se diriger tous deux vers le bosquet, à l'abri duquel le fantôme semblait s'être évaporé. Ils marchaient lentement,
très lentement. Chandkok observait minutieusement le sol de l'allée. Il s'arrêta un long moment devant le buisson, y pénétra, examina attentivement la terre qui ne portait aucun vestige de pas, les branches qui ne révélaient aucune cassure, les feuilles qui ne semblaient même pas avoir été froissées. Il en tira la déduction logique que Belphégor avait dû contourner le bosquet et que, contrairement à l'avis de M. de Thouars, il ne s'y était pas dissimulé un seul instant. Bientôt il rejoignit son guide, et sans prononcer une parole, il traversa le jardin dans toute sa largeur et s'enfuit droit au mur qui contournait la propriété. Sa surface était absolument lisse. Aucun espalier, aucun treillage n'y était fixé. Fraîchement recrépi, il ne portait aucune aspérité capable de favoriser une escalade. Les arbres qui se dressaient dans le parc en étaient trop éloignés, pour que l'on pût supposer qu'ils eussent permis, grâce à eux, d'en atteindre le faîte, défendu d'ailleurs, par une armature très serrée de débris de verre et de tessons de bouteilles. Toujours silencieux, Chandkok, que M. de Thouars suivait comme une ombre, se mit à longer le mur le long duquel courait une plate-bande fleurie et parfumée dont rien ne paraissait avoir dérangé l'harmonie. Tout à coup, il s'arrêta. Il se trouvait devant une petite porte peinte en vert sombre et dont la serrure commençait à se couvrir de taches de rouille. « Où donne-t-elle » questionna-t-il. « Dans une petite rue, » répliqua M. de Thouars, « qui s'appelle, je crois, le chemin des Lilas. » Chandkok appuya sur le loquet. La porte résista. « Elle est condamnée depuis longtemps, » déclarait son compagnon. Le détective se remit en marche. Comme il atteignait un bâtiment d'un seul étage, mais très élevé, et dont l'architecture d'une bizarrerie ultramoderne empêchait de définir à première vue la destination, il demanda d'un ton bref « Qu'est-ce cela ?» « L'atelier de Mademoiselle Desroches », définit Maurice de Thouars. Chandkok s'approcha. Son guide le devança et ouvrit la porte toute grande, invitant du geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio. Après avoir promené autour de lui un regard inquisiteur, Chandkok fit d'un ton subitement intéressé « Qui sait si le fantôme n'a pas réussi à se cacher sous l'un de ces vastes bahuts ?»« C'est impossible, » affirmait M. de Thouars. « La nuit, la porte de l'atelier est toujours fermée à clé. Il n'a donc pas pu s'y réfugier. Cependant, M. Chandkok, si vous voulez vous rendre compte, rien de plus facile. »« C'est inutile, » refusait le détective. Et tout en esquissant un sourire indéfinissable, il articula « C'est à se demander si Belphégor n'a pas des ailes. » Puis il ajouta « Est-ce que je pourrais examiner de nouveau le secrétaire qui se trouve dans le boudoir de Mademoiselle Desroches ?»« Tant que vous voudrez, monsieur Chandkok. » Ils rentrèrent tous les deux dans le salon où Mademoiselle Bergen les attendait. Chandkok se dirigea aussitôt vers le meuble et s'emparant de sa loupe, il fixa, à travers la lentille de verre, un œil sur la serrure, cherchant à se rendre compte si le malfaiteur s'était servi d'une fausse clé ou d'un crochet spécial, lorsqu'un cri échappa à la Scandinave. « Simone, quelle imprudence !» Le détective se redressa et tourna la tête. Pâle, les yeux cernés, le visage douloureux, Mademoiselle Desroches, dans un déshabillé dont la sobre élégance ajoutait encore à la troublante et morbide beauté, s'avançait d'un pas hésitant, en s'appuyant au bras de sa femme de chambre. « Monsieur Chandkok, » fit-elle d'une voix languie, « j'ai su que vous étiez là, et j'ai tenu à vous remercier de l'empressement que vous avez mis à répondre à mon appel. » Tandis que sa demoiselle de compagnie l'aidait à prendre place sur un canapé, elle ajouta « J'ai eu peur et j'avais tant besoin d'être rassurée. » Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine. Puis elle reprit d'une voix où par instants passaient encore des frémissements de peur. « Depuis le moment où, de la fenêtre de ma chambre, j'ai vu le bandit bondir à travers le jardin, je n'ai pas cessé d'avoir sa terrible image devant les yeux. Mais maintenant que vous voilà, monsieur Chandkok, je me sens déjà rassurée. » Et tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta « Avez-vous fait quelques découvertes intéressantes ?»« Rien de précis encore, » répliqua le roi des détectives. « Mais si cela ne vous fatigue pas trop, peut-être pourriez-vous me donner quelques utiles renseignements ?»« Interrogez-moi, je vous en prie. » « Ce sont bien des lettres que le fantôme vous a dérobées. »« Parfaitement. »« Des lettres intimes ?»« Des lettres intimes. » Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné mademoiselle Bergen, étaient bien de Jacques Bellegarde. »« Oui, monsieur. »
Je vous remercie, mademoiselle. Chantecocq se tut. Simone, vivement, lui prit la main. On eût dit que ses angoisses, qui s'étaient momentanément apaisées, l'assaillaient de nouveau, et d'un ton suppliant elle exprima « Monsieur Chantecocq, ne m'abandonnez pas. »« Simone, je vous en prie, calmez-vous, » conseillait Elsa Bergen. « Nous sommes là pour vous défendre, » s'écriait M. de Thouars. « N'ayez aucune crainte, mademoiselle, » affirmait Chantecocq. « Je suis certain que le fantôme ne reparaîtra jamais chez vous. » Pourtant, objectait Simone d'une voix tremblante, il est retourné de nuit de suite au Louvre. Sans doute, expliquait le détective, parce que lors de sa première visite, il n'avait pas atteint son but, tandis qu'ici, il a emporté ce qu'il désirait. Les lettres de Jacques, scanda la jeune femme. Elle est très bouleversée, les lèvres tremblantes, et elle poursuivit. Voilà justement ce qui m'épouvante. Le fantôme veut certainement se servir de ces lettres contre lui, pour s'en venger, c'est affreux. Laissez-moi tout vous dire. Bien que de graves dissentiments, qui ont eu pour conséquence une irrémédiable rupture, se soient élevés entre lui et moi, j'ai aimé, j'aime encore M. Bellegarde, et la pensée qu'il puisse lui arriver malheur me rend folle. Jacques Bellegarde est de taille à se défendre, répliquait le détective. Simone reprenait. Écoutez-moi, monsieur Chantecocq. Ce que j'ai à vous dire est très grave et peut jeter, qui sait, une lueur sur cette ténébreuse affaire. J'ai reçu, il y a 48 heures, un billet signé Belphégor et le menaçant des plus terribles représailles s'il persistait à s'occuper de cette affaire du Louvre. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Tant que ce bandit n'aura pas été découvert et arrêté, je ne vivrai pas. Depuis ce matin, j'ai fait téléphoner plusieurs fois chez Jacques et au Petit Parisien. On nous a répondu qu'il n'avait reparu ni à son domicile ni au journal. Je tremble qu'il ne lui soit arrivé malheur. Monsieur Chantecocq, voulez-vous me rendre le grand service de vous informer? Et bien qu'il n'y ait plus entre M. Bellegarde et moi d'autre lien que celui d'un souvenir qui, pour moi, ne périra jamais, soyez assez bon pour me donner de ses nouvelles, et puis aussi, si ce n'est pas abuser de votre bonté, pour veiller sur lui. Chantecocq, tout en la regardant d'un air de sincère compassion, déclarait « Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux compter sur moi que je suis déjà en rapport avec M. Bellegarde et qu'il m'est infiniment sympathique. »« Merci, » balbutia faiblement mademoiselle Desroches, fermant les paupières et laissant reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé. Chantecocq s'inclina devant elle, ainsi que devant mademoiselle Bergen, et il allait se retirer, reconduit par Maurice de Thouars, que le désespoir de Simone semblait vivement affecter, lorsque mademoiselle Bergen, très soucieuse, très peinée elle aussi, fit en s'approchant du célèbre détective « Monsieur Chantecocq, j'aurais un mot à vous dire. »« Je vous en prie, mademoiselle. » La Scandinave demanda. « Pouvons-nous maintenant prévenir la police ?» Chantecocq réfléchit pendant quelques secondes, puis il déclara gravement « Pas encore. » Elsa Bergen fit un signe d'acquiescement, puis elle articula « C'est entendu, monsieur. Nous garderons le silence tant que vous le jugerez nécessaire. » Les deux hommes s'éloignèrent. Dans le vestibule, M. de Thouars, tout en prenant congé du détective, lui demanda « Alors, monsieur Chantecocq ?»« Nous marchons de mystère en mystère, » répliqua celui-ci. « Espérez-vous, quoi donc, démasquer le bandit? Si je l'espère. » Et le grand détective, avec l'accent d'une foi rayonnante et d'un indomptable courage, martela ces 3 syllabes dans lesquelles il engageait tout son honneur et toute sa gloire. « J'en suis sûr. » Chapitre 3e. Les bonbons empoisonnés. Une demi-heure après, Chantecocq avait regagné son studio et s'installait tout de suite à sa table de travail. Il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets de Belphégor, ainsi que celui de Jacques, et il les étala tous les 3 devant lui. Puis, s'armant de sa loupe, il recommença à examiner les documents avec une attention peut-être encore plus aiguisée que la première fois. « C'est extraordinaire, » murmura-t-il. « Plus on les étudie et on les compare, plus on a l'impression que certains de ces caractères ont été tracés par la même main. Et pourtant, mieux que personne, j'en suis sûr, Jacques Bellegarde ne peut pas être le fantôme du Louvre, puisque celui-ci, par 2 fois, tenta de l'assassiner.
Décidément, ce Belphégor dépasse en habileté tous les faussaires de ma connaissance. Un bruit de pas léger se fit entendre dans la pièce. C'était Colette qui rejoignait son père. D'une voix presque tremblante, elle lui demanda « Père, as-tu appris quelque chose d'intéressant ?» Chantecocq répondit « Les constatations que j'ai faites chez mademoiselle Desroches n'ont fait qu'affermir ma conviction que Belphégor cherchait à rejeter sur Jacques Bellegarde la responsabilité de ses sinistres exploits. » Alors, s'écria la jeune fille en pâlissant, mes pressentiments seraient fondés. Colette, reprocha le détective avec un accent de douce vérité, je ne te reconnais plus. Ressaisis-toi, ma chère enfant. Mon flair me dit que nous ne tarderons pas à avoir des nouvelles de Jacques Bellegarde. Pourvu que Belphégor ne l'ait pas tué comme le gardien Sapara. Je donnerais bien ma tête à couper qu'il est vivant. À peine Chantecocq avait-il proféré cette phrase que des aboiements retentirent dans le jardin. Le détective se leva et s'enfuit vers la fenêtre. Un cri de joie lui échappa. « Parbleu, voici M. Bellegarde !» Colette, subitement joyeuse, s'en fut rejoindre son père. Gautret, après avoir calmé les chiens, accompagnait le reporter jusqu'à la maison. Chantecocq s'enfuit au-devant de lui et l'accueillit à la porte de son studio. Tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main. À la figure pâle, aux traits tirés, à l'expression des yeux du jeune reporter, le roi des détectives et sa fille devinèrent qu'au cours de la nuit précédente, il avait dû être mêlé à de graves événements, et tandis qu'il le faisait pénétrer dans la pièce, il lui demanda « Que vous est-il donc arrivé ?» Bellegarde riposta, tout d'une traite « J'ai tout simplement failli être assassiné. » Colette tressaillit et fut sur le point de s'écrier « Je m'en doutais. » Mais elle se contenta de pousser un profond soupir. Chantecocq invita Jacques à s'asseoir et se réinstalla tranquillement devant son bureau. Colette, muette, attendit, debout, près du journaliste qui attaqua aussitôt. Hier soir, j'étais au Petit Parisien en train de corriger les épreuves de mon article, lorsqu'un coup de téléphone me prévint que mon ami, le peintre d'Hermont, que vous connaissez certainement de réputation, était au plus mal. Jugez de ma surprise. La veille, je l'avais rencontré boulevard Montmartre, et il m'avait paru en parfait état de santé. La personne qui me téléphonait, un de ses voisins, me répondit que d'Hermont avait été frappé, dans la journée, d'une congestion cérébrale et qu'il n'avait pas repris connaissance. Dans ces conditions, je n'hésitais pas à prendre le train pour Nesle-la-Vallée, où d'Hermont habite toute l'année dans une charmante propriété où j'ai passé souvent avec lui, en toute intimité, d'excellents moments. 2 heures après, je descendais à la gare de Nesle. Quelle heure était-il ? Coupait Chantecocq. 23 heures environ. Bien, continuez. Le reporter reprit. Je m'engageais sur la route obscure et bordée de grands bois touffus qui conduit à la villa de mon camarade, lorsqu'au bout de 300 mètres environ, j'aperçus, arrêté sur le bord du chemin, près d'un tas de cailloux, une auto à conduite intérieure et de couleur sombre. Un chauffeur, vêtu d'une salopette, le visage barré d'une noire moustache, une casquette de cycliste enfoncée sur les yeux, tout en s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse, était en train d'examiner une des roues arrière de sa voiture. En entendant le bruit de mes pas, il se retourna et me cria « Vous ne pourriez pas me donner un petit coup de main ?» Je m'approchai. Le chauffeur m'expliqua « Je crois que c'est un roulement à billes qui est fusillé. C'est bien embêtant. » Je me penchai pour me rendre compte, mais au même moment, je reçus sur la nuque un coup de matraque qui m'assomma littéralement et je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j'étais étendu dans l'auto qui filait dans la nuit à toute allure. À mes côtés se tenait un personnage dont je ne pus pas très bien distinguer la figure. Je remarquai seulement qu'il était bossu et qu'il tenait à la main un revolver qui indiquait clairement qu'il était prêt à m'expédier dans l'autre monde si je manifestais le moindre signe d'existence. Je gardai mon immobilité et je refermai les paupières, que j'avais d'ailleurs à peine entrouvertes. Je fis bien, ainsi que vous allez le voir. En effet, quelques minutes après, l'auto stoppa sur un pont qui traverse l'Oise. L'homme à la salopette descendit de son siège, ouvrit la portière, m'empoigna par les jambes, le bossu me soutint par les épaules, et ils me descendirent ainsi de l'auto. Retenant mon souffle, me figeant dans une immobilité presque cadavérique, je me disais « Ils vont certainement me jeter dans l'Oise, et cela fait admirablement mon affaire car je nage et plonge à merveille. » Et bien que j'éprouvasse à la base du crâne une assez forte douleur, je me sentais encore assez d'énergie et de force pour échapper à la mort par immersion,
à laquelle ces mystérieux gredins semblaient me destiner. Mes prévisions allaient immédiatement se réaliser. En effet, tous deux, sans la moindre hésitation de leur part, et sans la moindre résistance de la mienne, me basculèrent par-dessus le parapet et je tombai dans la rivière au milieu d'un remous qui se referma sur moi. La nuit était obscure, j'en profitai pour nager entre deux eaux et me dissimuler derrière une grosse pile du pont afin de laisser croire à mes assassins que j'avais coulé à pic. Ma ruse réussit. 5 minutes après, 5 minutes qui me parurent longues comme des siècles, et pendant lesquelles le bossu et l'homme à la salopette durent rester en observation afin de s'assurer que je n'étais pas remonté à la surface, j'entendis le ronflement du moteur de leur auto qui s'éloignait dans la direction de Paris. J'étais sauvé. Je nageai alors vers la berge. Lorsque je l'atteignis, j'étais à bout de force, et je m'évanouis presque aussitôt parmi les roseaux sur le bord de la rivière. Quand j'en revins à moi, il faisait grand jour. J'eus l'impression que je m'arrachais péniblement à la lourdeur d'un pesant sommeil. Je me redressais sur mon séant. Bien que le coup de matraque de mon adversaire eût porté à faux, ma nuque et mon épaule droite étaient encore un peu douloureuses. Mais je compris tout de suite que ces doubles contusions étaient sans gravité. J'avais surtout froid, très froid. Enfin, je parvins à me remettre sur mes jambes, à gagner la route et à pénétrer dans une auberge, où je me fis servir un grog bien chaud que j'avalai d'un trait. Puis je me rendis chez mon ami d'Hermont qui d'ailleurs ne s'était jamais si bien porté. Je ne lui fis aucune allusion au guet-apens dont j'avais été l'objet. Je lui racontai une histoire que j'inventai de toutes pièces, dont le brave garçon se contenta. Mais il voulut à toute force que j'enlevasse mes vêtements encore mouillés, et après m'avoir frictionné avec une vigueur qui acheva de rétablir ma circulation, il me prêta des vêtements à lui, et voulut à toute force me retenir à déjeuner. J'acceptai, car je mourais de faim. Et après lui avoir fait promettre de garder le secret le plus absolu sur cette histoire, je pris le premier train pour Paris, et sans même passer chez moi, je suis venu vous retrouver, car j'avais hâte de vous mettre au courant de ma mésaventure. Et le journaliste acheva. Belphégor a tenu sa promesse, car c'est lui, j'en suis sûr, qui m'a frappé. Dites plutôt qu'il a voulu vous faire assassiner, rectifiait Chantecoq. Alors, s'écria Bellegarde, vous croyez que ce n'est pas lui qui m'a administré ce coup de matraque? C'est impossible. Au moment précis où vous arriviez à Nesle-la-Vallée, Belphégor s'introduisait chez mademoiselle Desroches pour y dérober votre correspondance. C'est effarant, ponctua Bellegarde d'une voix sourde, tandis que Colette, le visage subitement attristé, regardait fixement le sol. Ce n'est pas tout, reprenait le grand limier. Et désignant au journaliste les 3 missives qui étaient encore étalées sur la table, il fit « Examinez ces lettres très attentivement, je vous prie. » Jacques se pencha, se demandant où le détective voulait en venir. Au bout d'un moment, Chantecoq reprenait. « Vous ne trouvez pas qu'il existe certaines analogies entre votre écriture et celle de Belphégor ?» Et tout en parlant, le détective désignait du doigt au jeune reporter les lettres B et G du mot Belphégor. Jacques, très troublé, déclarait « À première vue, je ne l'avais pas remarqué, mais je dois reconnaître que, comme toujours, vous avez absolument raison. » Et tout en fixant le détective bien en face, il ajouta « Et vous en concluez ?» Avec un accent de conviction profonde, Chantecoq martela « J'en conclus que Belphégor, après vous avoir fait assommer et jeter à l'eau par ses complices, cherche à vous attribuer ses forfaits. » Le reporter s'écriait en un violent sursaut de protestation. « Mais c'est abominable !» Le plus tranquillement du monde, le roi des détectives scandait « C'est parfait, au contraire. »« Parfait, comment cela ?» répétait Bellegarde, au comble de la stupéfaction. Il dirigea son regard d'abord vers Colette, à laquelle la présence du journaliste et l'attitude si nette de son père semblaient avoir rendu toute sa confiance et toute son énergie, puis vers le roi des détectives qui le considérait, l'œil brillant de toute la lumineuse intelligence qui rayonnait en son cerveau. Chantecoq reprit, tout en frappant cordialement sur l'épaule du jeune homme, littéralement bouleversé. « Si vous acceptez de marcher avec moi, la main dans la main, je vous assure que d'ici peu, nous tiendrons Belphégor et sa bande. » Très impressionné par l'attitude si catégorique du grand limier, Jacques demandait « Que dois-je faire ?» Brusquement, Chantecoq répliquait « Disparaître. » Disparaître ?
s'écrie Bellegarde. C'est impossible, c'est... Il s'arrêta. Colette le suppliait, d'un regard anxieux, d'écouter son père, qui reprenait aussitôt, ou plutôt de demeurer ici, à l'insu de tous, ce qui me permettra de tendre à Belphégor un piège de ma façon et dans lequel il ne manquera pas de tomber. Monsieur Chantecoq, reprenait Bellegarde, croyez que je serais très heureux et très fier d'être votre collaborateur dans cette affaire qui a ménagé et ménagera encore au grand détective que vous êtes et au modeste journaliste que je suis des surprises sensationnelles. Mais permettez-moi de vous dire que vous exigez de moi un sacrifice devant lequel j'ai un peu le droit d'hésiter. Et pourquoi? Vous me demandez de disparaître. Il est évident que si vous voulez attirer Belphégor dans un de ces pièges remarquables dont vous avez le secret, il est préférable qu'il me croie mort que vivant. Vous voyez bien, soulignait le grand limier. Bellegarde coupa vivement. Hélas, je n'ai plus de proches parents, je compte quelques bons amis. Et vous avez peur de les inquiéter? Mon Dieu, oui. Quand ils connaîtront la raison de votre disparition, ils seront les premiers à vous la pardonner. Peut-être. Vous pouvez dire sûrement. Mais il y a aussi mon journal, je me dois à lui. Chantecoq objectait. Ne préparez-vous pas un coup de reportage qui vous vaudra au contraire toutes les plus chaleureuses félicitations de votre directeur? Le regard tout brillant de la loyauté qui était en lui, Jacques s'écriait. N'aura-t-il pas le droit de me reprocher de m'être montré trop discret avec lui? Chantecoq observait. Votre directeur, j'en suis sûr, ne vous en voudra nullement. Votre triomphe lui fera oublier une petite incorrection que j'affirme nécessaire, car la plus légère indiscrétion risque de tout compromettre. Et je ne réponds plus de rien. Si vous refusez de suivre, je n'ose pas dire mes directives, mais mon conseil. Ce que vous me demandez là est très grave, hésitait encore Bellegarde. J'ai besoin de réfléchir. Chantecoq, les sourcils légèrement froncés, regarda sa fille qui était redevenue soucieuse lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez !» lança le détective d'une voix brève. Marie-Jeanne apparut, un paquet à la main, et annonça « C'est un commissionnaire qui vient d'apporter ceci pour mademoiselle Colette. » Il tendit l'objet, soigneusement enveloppé dans du papier gravé, entouré d'un fil d'or et muni de l'étiquette d'une grande maison de confiserie, à la jeune fille qui s'en empara. Madame Gautret s'en fut aussitôt rejoindre ses fourneaux, et Colette commença à développer le paquet. Jacques, l'air préoccupé et plongé dans les graves réflexions que lui inspirait le conseil de Chantecoq, n'avait prêté, pour ainsi dire, aucune attention à ce menu et banal incident de la vie quotidienne. Chantecoq, de son côté, qui souhaitait vivement de la part du reporter une réponse favorable, s'était avancé vers lui, et désireux de vaincre ses derniers scrupules, il lui disait « Si vous y tenez absolument, je puis faire une démarche personnelle auprès de votre directeur, mais auprès de lui seul, en lui demandant instamment le secret le plus absolu. » Jacques allait répliquer, mais le visage souriant, Colette se dirigeait vers lui. Et tout en lui présentant une belle boîte de chocolat qu'elle tenait à la main, elle s'écriait « Monsieur Bellegarde, vous m'avez gâté !» Le journaliste protestait avec un accent de très réelle surprise. « Mademoiselle, vous vous trompez, ce n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau. »« Et cette carte ?» observait la fille du détective. Et Colette tendit au reporter un fin bristol sur lequel était gravé le nom de Jacques Bellegarde, 36 avenue Nantin. De plus en plus éberlué, le reporter affirmait avec force « Mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur que je ne suis pour rien dans cet envoi de bonbons, et bien que cette carte ressemble étonnamment à celle dont je fais usage. » Chantecoq, qui avait tout entendu, s'écria « Ah ça! Le citoyen Belphégor aurait-il » Il s'arrêta, s'empara de la boîte et dit simplement à Colette et à Bellegarde « Suivez-moi ». Il se dirigea vers le fond de son studio, ouvrit une petite porte et pénétra avec sa fille et le reporter dans une petite pièce bien claire qui représentait un véritable laboratoire. Sans prononcer une parole, il déposa la boîte sur une table encombrée de fioles, d'éprouvettes et de cornues, prit au hasard un bonbon, le cassa en deux et l'approcha de ses narines. « Aucune odeur suspecte, » déclara-t-il. « Pourtant je parierais. » Il se leva, s'enfuit vers une armoire et l'ouvrit à l'aide d'une petite clé fixée à son trousseau qui ne le quittait jamais. Le meuble contenait une série de bouteilles pharmaceutiques de toute taille et dont chacune portait une étiquette précisant le liquide qu'elle contenait.
Sans la moindre hésitation, le limier en saisit une, revint vers la table, remplit à moitié du contenu de sa fiole la plus petite de ses éprouvettes, et y plongea les débris du bonbon qu'il venait de rompre. Jacques et Colette le regardaient en silence. Au bout de quelques instants, il saisit l'éprouvette, la plaça bien dans la lumière, et la fixa tout en la tenant élevée à la hauteur de ses yeux. Peu à peu, tandis que le chocolat se désagrégeait et teintait de brun le réactif, de nombreux globules descendaient dans le fond du récipient et se transformaient en une sorte de poudre grisâtre qui, formant bientôt un véritable dépôt, se dégageait nettement des autres produits dont les morceaux du bonbon étaient composés. Nettement, Chantecoq déclarait avec un léger tremblement dans la voix : « Maintenant, j'en suis sûr, ces bonbons sont empoisonnés. » Colette pâlit, et Bellegarde s'écria : « Le bandit tient sa promesse. Après moi, vous et maintenant votre fille, quelle lâcheté, quelle infamie !» Dissimulant l'émotion que lui causait le nouvel attentat dirigé non seulement contre lui, mais aussi contre sa fille, Chantecoq reprenait : « Le gredin avait bien machiné son plan. Après s'être débarrassé de vous, il comptait bien nous supprimer, Colette et moi, et vous charger de ce nouveau crime. Mais je ne suis pas fâché de cet incident, car il nous montre que la chance est pour nous, et c'est d'excellent augure. » Puis, s'adressant à Bellegarde, il lança : « Eh bien, que décidez-vous » Le reporter avec élan répondit : « Vous avez raison, il faut que je disparaisse. »« Alors, vous restez ?»« Je reste. » Tandis que le visage de Colette se rassérénait, le limier et le journaliste échangeaient une de ces poignées de main qui sont mieux qu'une promesse, c'est-à-dire un de ces pactes d'alliance et d'association qui font les grandes forces que rien ne peut briser. Chapitre 4, le trésor des Valois. Ainsi que nous venons de le constater, si Chantecoq avait déjà réussi à mettre debout contre Belphégor un plan de campagne qui, sans lui offrir encore de sérieuses garanties de succès, avait au moins l'avantage d'être inspiré par la logique même et basé sur des événements dont il avait pu contrôler lui-même l'authenticité, l'inspecteur Ménardier, malgré toute l'activité qu'il avait déployée, se débattait toujours dans les ténèbres du plus obscur mystère. Les fouilles qu'il avait fait opérer à l'intérieur de notre grand musée, pas plus que les explorations et recherches auxquelles il avait procédé lui-même, n'avaient donné aucun résultat. Aucune des empreintes que le service anthropométrique avait photographiées ne correspondait aux fiches de malfaiteurs dont on tient, à la préfecture, un répertoire si exact et si complet. Et pas un des limiers chargés d'enquêter sur les individus suspects, étrangers ou non, n'avait découvert le moindre indice qui peut permettre de les accuser vraisemblablement d'être le fantôme du Louvre. À la direction de la police, chefs et subalternes montraient des visages plutôt renfrognés. En effet, l'opinion publique commençait à s'énerver. Plusieurs journaux avaient déjà publié quelques entrefilets aigre-doux à l'adresse de ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité de leurs concitoyens. Et M. Ferval avait convoqué Ménardier, non pas pour le gourmander, mais pour rechercher avec lui le moyen d'en finir. « Monsieur le directeur, » déclarait nettement l'inspecteur, « plus je me creuse la cervelle, plus je me dis que pour être revenu de nuit de suite dans la salle des dieux barbares, et pour n'avoir pas hésité à assommer d'un coup de casse-tête l'infortuné Sabara, il faut que le fantôme soit guidé par d'importants et d'impérieux motifs, que le désir de s'emparer d'un objet de valeur est insuffisant à expliquer. Alors, ponctuait M. Ferval, j'ai d'abord cru que notre mystérieux bandit avait eu l'intention de faire sauter le Louvre, mais je ne m'y suis guère arrêté car je ne vois pas très bien à qui un pareil attentat profiterait. En effet, à moins d'être fou. Et notre mystérieux gredin ne l'est pas. J'en répondrai sur ma tête. Car pour agir ainsi qu'il l'a fait, pour entrer et sortir du Louvre sans qu'on puisse se douter comment, il ne suffit pas d'avoir toute sa raison. Il faut encore être doué d'un génie que je qualifierais d'infernal. D'accord. Et j'en suis arrivé à me persuader qu'il y a là-dessous une affaire politique. Lorsque j'étais chargé à plusieurs reprises de filer des orientaux suspects, j'ai pu me rendre compte qu'il existait dans ce pays un grand nombre de sociétés secrètes extrêmement puissantes
et qui ont des ramifications un peu partout. Nous savons cela. Voilà pourquoi, déclarait l'inspecteur, j'en suis arrivé à me demander si la statue de Belphégor n'aurait pas jadis servi de cachette à l'une de ces nombreuses sectes qui seraient en ce moment désireuses de récupérer les papiers qu'on y avait déposés. Mon cher Ménardier, c'est un sujet de roman pour Pierre Benoît que vous me racontez là. C'est évidemment très captivant, et nul doute que ce grand romancier populaire n'en tirerait un très amusant récit. Mais un limier tel que vous doit se méfier de son imagination. Vous auriez tort de vous engager sur une piste qui ne peut que vous procurer une amère déconvenue. De tout ce que vous m'avez dit, je ne retiens qu'une chose, car elle est capitale, c'est que, pour être revenu de nuit de suite au Louvre, le fantôme doit avoir un motif aussi grave qu'impérieux. J'ajoute qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne revienne pas encore dans la salle des dieux barbares. Monsieur le directeur, j'allais vous le dire et j'ai l'intention d'établir dès ce soir une souricière dans cette salle, où il s'est déjà passé de si terribles choses. Seulement, voilà, maintenant qu'il nous sent à ses trousses, le fantôme osera-t-il reparaître? Oui, si nous lui donnons le change, affirmait le haut fonctionnaire. Peut-être, en effet. Attendez un instant. Et M. Ferval se mit à griffonner les lignes suivantes qu'il lut ensuite à Ménardier. Nous apprenons que l'inspecteur Ménardier, chargé d'enquêter sur l'affaire du Louvre, serait sur la piste du coupable. Celui-ci, dans l'impossibilité de passer la frontière, se serait réfugié dans un petit village du Nord, où il serait dès à présent traqué par la brigade mobile. Ajoutons que l'inspecteur Ménardier est parti ce matin en mission confidentielle pour une destination inconnue. Nous ne dirons rien de plus, afin de ne pas entraver l'action de la police, mais attendons-nous à des révélations aussi prochaines qu'inattendues. Sa lecture terminée, M. Ferval reprit « Je vais adresser immédiatement cette note à la presse, afin qu'elle paraisse dans la 3e édition des journaux de ce soir. Elle ne manquera pas de tomber sous les yeux de notre gredin. Vous allez donc rester ici bien tranquille dans mon arrière-bureau, où l'on vous apportera à dîner. Vers 22 heures, avec 2 agents que vous choisirez vous-même, vous vous rendrez au Louvre. Vous vous cacherez avec eux dans la salle en question, et si, comme je l'espère, dupé par notre communiqué, le fantôme y revient, cette fois, il ne vous échappera pas. Et moi, monsieur le directeur, j'en suis sûr, affirmait l'inspecteur avec force. Fidèle aux directives que lui avait données son supérieur, Ménardier, le même soir, d'accord avec l'administration du musée, s'introduisait subrepticement au Louvre avec ses 2 meilleurs agents. Ceux-ci, après avoir reçu ses instructions, se dissimulèrent derrière 2 grandes statues qui décoraient la salle des dieux barbares. Ménardier se blottit dans une énorme vasque, où il disparut tout entier, tandis qu'à travers les larges fenêtres garnies de barreaux qui donnaient sur la cour du Louvre, les rayons de la lune se glissaient, nimbant de leur argent clair la tête du dieu Belphégor, gisant toujours au pied de son socle, sur les dalles en mosaïque encore marquées par le sang du gardien Sabara. À la même heure, une scène étrange se déroulait à l'intérieur de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui dresse, en face de la célèbre colonnade de Perrault, son admirable façade, dont le portail si délicatement ouvragé date, paraît-il, de Philippe le Bel. Au milieu du sanctuaire, désert et silencieux, brillait, devant le maître-autel, mutuelle et perpétuelle prière, la petite lampe au reflet rouge qui ne doit s'éteindre jamais. Tout à coup, la porte d'un confessionnal, qui s'appuyait contre le mur de l'un des bas-côtés, s'ouvrait lentement. Une ombre en sortait puis une autre. C'était le bossu mystérieux et l'homme à la salopette. Celui-ci portait à la main une valise assez volumineuse. Tous 2 se glissèrent à pas de loup derrière le maître-autel. Un instant, ils demeurèrent immobiles, l'oreille aux aguets. Mais aucun bruit ne s'élevait dans la nef, dont les colonnades et les ogives se perdaient dans la nuit. Le bossu prit dans sa poche une lampe électrique, dont il fit fonctionner le contact, et projeta la lumière vers le sol. Il s'agenouilla et promena sa main sur une dalle, au centre de laquelle on pouvait encore apercevoir les vestiges très vagues d'une fleur de lys qui, plusieurs siècles auparavant, avait été sculptée en plein granit. Peu à peu, la dalle se déplaça, comme si elle basculait sur un axe invisible, et démasqua une excavation où s'amorçait un étroit escalier de pierre. Le bossu s'y engouffra le premier,
suivi par son compagnon dont il éclairait la marche avec sa lampe. Dès qu'ils eurent disparu, la dalle reprit sa place. Après avoir descendu une quarantaine de marches, les deux hommes atteignirent un couloir dont les voûtes et les parois, en maçonnerie puissante, ne semblaient pas avoir reçu des ans le moindre outrage. Sur le sol, légèrement détrempé par une infiltration qui provenait du voisinage assez rapproché de la Seine, ils s'avancèrent à pas comptés, faisant fuir devant eux d'énormes rats et sautier de non moins gros crapauds qui avaient élu domicile dans ce souterrain désormais ignoré des humains. Ils parcoururent ainsi une centaine de mètres et s'arrêtèrent devant une petite porte en chêne massif garnie de grosses ferrures rouillées en forme de trèfle. Le bossu heurta de 3 coups espacés. La porte s'entrebâilla, livrant passage aux 2 complices, qui pénétrèrent dans une sorte de crypte en forme de rotonde. Le reflet rougeâtre d'une lanterne accrochée au mur enveloppait sinistrement une forme humaine assise sur un banc. C'était le fantôme du Louvre. Le corps drapé dans un linceul noir et la tête dissimulée dans son capuchon, il semblait attendre le bossu et l'homme à la salopette qui s'approchèrent de lui en une attitude non de frayeur, mais de respect. L'homme à la salopette déposa la valise à ses pieds. Le bossu, tout en continuant à s'éclairer avec sa lampe électrique, en retira un tube de la dimension et de la forme de ces bouteilles d'air qui servent à regonfler les pneus d'automobile. Puis, il se mit à donner quelques explications à voix basse au fantôme qui l'écoutait attentivement et l'approuvait de quelques brefs hochements de tête. Après avoir replacé le tube dans la valise, le bossu se releva et fit « Cette fois, Belphégor, la victoire est à nous. » Le fantôme, se penchant vers la valise, s'empara du tube à air que le bossu y avait déposé et le glissa sous son linceul. Puis il se dirigea vers la porte qu'il ouvrit toute grande. Précédé par le bossu, qui avait rallumé sa lampe électrique, et suivi par l'homme à la salopette, il s'engagea dans le souterrain qui se dirigeait vers le Louvre. Belphégor et ses 2 complices, après avoir marché environ pendant 150 mètres, arrivèrent devant un escalier exactement semblable à celui dont l'ouverture secrète donnait derrière le maître-autel de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ils le gravirent sans bruit, et se trouvèrent bientôt en face d'un mur qui ne présentait aucune fissure. Le fantôme appuya le doigt sur le centre d'une petite pierre, qui en légère aspérité ressortait sur la paroi. La muraille s'entr'ouvrit sans le moindre bruit, sans le plus petit grincement, laissant apparaître une ouverture par laquelle s'engouffrèrent successivement Belphégor, l'homme à la salopette et le bossu, qui se trouvèrent de plain-pied sur le palier où se dressait à la victoire de Samothrace, à l'endroit même où Chantecoq et Bellegarde avaient vu précédemment disparaître le fantôme. Les 3 personnages, sans s'y attarder, descendirent les degrés et atteignirent le palier du bas. Belphégor fit signe au bossu d'éteindre sa lampe, et seul, il s'engagea dans une galerie obscure. Presque en rampant, avec une souplesse féline, sans hésiter, sans tâtonner, un homme qui connaît admirablement les lieux et qui a soigneusement, méticuleusement repéré d'avance tous les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur son chemin, il atteignit l'entrée de la salle des dieux barbares, et s'arrêtant, il déposa à terre l'instrument qu'il tenait caché sous son suaire. Il s'agenouilla et commença à dévisser une petite manette fixée à l'entrée du tube, d'où s'échappa aussitôt une vapeur légère, presque impalpable, dont il dirigea le jet vers la salle où Ménardier et ses 2 hommes se tenaient aux aguets. Puis, se relevant, il attendit, immobile, invisible dans la nuit. Du fond de la basque où il était tapi, Ménardier, qui avait l'ouïe excessivement fine, entendit sans doute un bruit insolite, car tout doucement il se leva et regarda autour de lui. Il lui sembla que l'un des inspecteurs qui se dissimulait derrière une statue chancelait comme s'il était pris d'un subit étourdissement. En proie lui-même à un malaise indéfinissable, Ménardier sortit de la basque. Au même instant, son agent, comme assommé, s'écroulait sur les dalles. La tête lourde, les jambes de plomb, à demi suffoqué, Ménardier s'approcha de lui. En même temps, l'autre inspecteur sortait de sa cachette, titubant lui aussi comme un homme ivre. Ménardier le considéra avec stupeur. En un geste instinctif, il le saisit par le bras, mais l'homme glissa sur le sol à côté de son collègue, près duquel il demeura étendu, inanimé. Se raidissant contre la torpeur qui l'envahissait,
Le limier voulut faire quelques pas, mais soudain il s'arrêta, sidéré. Un spectre effrayant venait de surgir de l'ombre et s'avançait lentement vers lui, du pas automatique d'un halluciné. Machinalement, Thénardier porta la main vers sa poche à revolver. Mais il n'eut pas le temps de saisir son arme. Le fantôme était près de lui, un poignard à la main. Rassemblant ses dernières forces, qui semblaient prêtes à l'abandonner, le policier saisit le bras menaçant de Belphégor et en même temps, il releva brusquement le capuchon qui lui masquait entièrement la tête. Un cri, un râle plutôt, lui échappa. Le mystérieux bandit portait un masque contre les gaz asphyxiants. D'un bond en arrière, le fantôme se dégagea. Thénardier voulut s'élancer vers lui, mais battant l'air de ses bras, il s'écroula, évanoui, près des corps des deux hommes qui, ainsi que lui-même, ne donnaient plus signe de vie. Tour à tour, Belphégor se pencha au-dessus des trois inspecteurs, et certain qu'ils étaient immobilisés pour un long moment, il fit entendre un bref sifflement. Le bossu et l'homme à la salopette apparurent. Chacun d'eux portait un masque exactement semblable à celui de Belphégor, et qui les protégeait contre les émanations grâce auxquelles le fantôme du Louvre avait réussi à endormir profondément les trois policiers. Frôlant d'un pas ouaté les mosaïques de la salle, les trois personnages s'approchèrent de la statue du dieu des Moabites qui gisait toujours à la même place, mais ils ne s'y attardèrent pas. Sur un signe du fantôme, les deux acolytes saisirent à bras-le-corps le socle de la statue, et non sans effort, mais habilement, silencieusement, ils le poussèrent de côté, de façon à découvrir la partie des dalles sur lesquelles il reposait. Pendant cette délicate opération, qui demanda plusieurs minutes, le fantôme demeura immobile, les yeux rivés sur Thénardier et ses agents, qui semblaient d'ailleurs aussi rigides que les images de marbre et de pierre qui les entouraient. Ce fut seulement lorsque le socle eut laissé entièrement apparaître l'emplacement qu'il recouvrait, que Belphégor regarda à terre. Éclairé par le rayonnement de la lampe électrique que le bossu avait rallumée, il fixa le rectangle plus clair, moins patiné, qui s'offrait à son attention. Bientôt il se pencha. Son doigt ganté de noir s'enfuit vers une fleur de lys qui occupait le centre d'une mosaïque représentant le blason des Valois et s'y appuya avec force. Lentement et sans bruit, comme celle de Saint-Germain-l'Auxerrois, la dalle bascula, démasquant un trou noir qui se prolongeait sous le sol. Belphégor s'empara de la lampe du bossu et la promena à l'intérieur de l'excavation, au fond de laquelle gisait un coffre assez volumineux. Puis, se relevant, il adressa un simple signe à ses deux complices, qui s'étendirent tout de leur long de chaque côté de l'orifice et y plongèrent chacun un bras. Leurs mains rencontrèrent et saisirent les poignées métalliques fixées aux deux extrémités du coffre, que non sans peine, car il était fort lourd, ils retirèrent de sa cachette et déposèrent près de la statue renversée. Avec sa lampe électrique, le fantôme l'examina. Sur le couvercle en cuir de Cordoue, que fermaient de solides ferrures rouillées, il aperçut, à demi effacées, des armes royales, au-dessus desquelles on pouvait encore déchiffrer les initiales en or terni d'Henri III, roi de France. L'une des 4 serrures d'angle était presque entièrement détachée. Belphégor l'arracha tout à fait, l'examina, réfléchit un instant, puis sans prononcer un mot, il désigna simplement l'entrée de la salle au bossu et à l'homme à la salopette. Ce dernier s'empara du coffre et le chargea sur ses épaules, qui ployèrent légèrement sous le poids. Alors, après avoir jeté à terre la ferrure, le fantôme, éclairant la marche, se dirigea vers la galerie, suivi par ses 2 aides. En passant, le bossu reprit le tube qui était resté sur le seuil. Tous trois, tels des ombres, gravirent l'escalier de la victoire de Samothrace et atteignirent le palier. Belphégor fit de nouveau manœuvrer le ressort de l'entrée secrète, que, plus perspicace que les historiens et les architectes du Louvre, il avait su découvrir. Quelques instants après, nos personnages s'enfermaient dans la crypte où nous les avons vus tout à l'heure se rassembler. L'homme à la salopette, dont le front ruisselait de sueur, déposa à terre le coffre et, sans perdre une minute, après avoir, ainsi que le bossu, retiré son masque, il fit sauter les 3 serrures à l'aide d'un ciseau à froid qu'il avait pris dans sa poche et vivement il souleva le couvercle. Aussitôt le bossu approcha sa lampe électrique et Belphégor, qui s'était avancé, ne put réprimer mieux qu'une exclamation de surprise, un cri de victoire.
Le coffre était rempli de bijoux, de joyaux et de pièces d'or. L'homme à la salopette y plongea la main et en retira une poignée d'écus qui était marquée à l'effigie du roi Henri III. Tandis qu'il les faisait retomber en cascade, le bossu, à son tour, retira du coffre une magnifique couronne enrichie de pierreries. « Le diadème de Catherine de Médicis » murmura-t-il en le faisant admirer au fantôme. Presque aussitôt, à voix basse, mais tout en scandant ces mots d'un geste autoritaire, celui-ci murmura à l'oreille du bossu quelques paroles qui devaient être des ordres, car le bossu s'empressa de replacer le précieux et somptueux objet à la place où il l'avait pris, et tirant un couteau, il attaqua une des ferrures d'angle, tandis qu'immobile, Belphégor contemplait le trésor étalé devant lui. Une heure plus tard, la voiturette du bossu stationnait, avenue d'Antin, quelques maisons plus bas que le rez-de-chaussée de Jacques Bellegarde. Mais cette fois, c'était l'homme à la salopette qui se tenait sur le siège. De temps en temps, celui-ci se retournait pour jeter un rapide coup d'œil vers l'entrée de l'immeuble où demeurait le jeune reporter. Il était visible qu'il attendait quelqu'un. Or, ce quelqu'un n'était autre que le bossu qui, à ce moment, était occupé à une étrange besogne. Après avoir pénétré, à l'aide de fausses clés dont il possédait un trousseau des plus complets, dans l'appartement du journaliste, dont il semblait connaître à merveille toutes les dispositions, le bossu, tout en s'éclairant de sa lampe électrique, était entré droit dans le bureau dont les volets étaient clos et les rideaux fermés. Après avoir refermé la porte, dont il poussa le verrou, il tourna le commutateur qui faisait fonctionner le courant d'un petit plafonnier placé au centre de la pièce, éteignit sa lampe, qu'il déposa sur la table, et après avoir jeté autour de lui un regard investigateur, il s'approcha de la bibliothèque. Saisissant quelques-uns des livres qui garnissaient les rayons du centre, et tout en les gardant sous son bras gauche, il fouilla dans l'une des poches de sa houppelande, en retira un objet qu'il glissa derrière les bouquins demeurés sur la planche, et remit les autres livres à leur place. Puis, se transportant jusqu'au bureau de Bellegarde, après avoir choisi, d'un œil expérimenté, l'une des clés de son trousseau, il l'introduisait dans la serrure de l'un des tiroirs qu'il ouvrit sans la moindre peine. Il déposa d'abord à l'intérieur du meuble une liasse de lettres, puis la ferrure du coffre Renaissance qu'il avait prise dans l'une de ses autres poches. Il referma soigneusement le tiroir, ralluma sa lampe électrique, éteignit le lustre, quitta la pièce, traversa l'antichambre, sortit dans le vestibule, donna un simple tour de clé à la porte et lança devant la loge du concierge un sonore « Cordon, s'il vous plaît !» Un bruit de déclic, et le bossu se retrouva dans la rue. À grandes enjambées, il rejoignit l'homme à la salopette, grimpa près de lui, et la voiture s'éloigna dans la nuit. Chapitre 5e, où Ménardier lance un défi à Chantecoq. Les premiers rayons de l'aurore commençaient à caresser les toits du Louvre, et grandissant peu à peu, s'infiltraient à travers les fenêtres, dissipant l'obscurité qui enveloppait les incalculables richesses artistiques dont l'ancien palais de nos rois est l'unique et splendide écrin. Bientôt les gardiens de jour se présentaient, libérant leurs confrères qui avaient été de service pendant la nuit, et qui, conformément aux instructions qu'ils avaient reçues de la direction, et cela sur la demande de Ménardier, désireux de ne pas donner l'éveil aux fantômes, s'étaient abstenus de toute ronde dans la salle des dieux barbares ainsi qu'aux alentours. « Rien de nouveau ?» interrogèrent les arrivants. « Rien de nouveau » déclarèrent les partants. L'un de ces derniers crut même pouvoir ajouter, résumant d'ailleurs l'opinion quasi unanime de tout le personnel, « Maintenant c'est fini. Si l'on veut coffrer l'assassin de Sabara, ce n'est pas ici qu'on doit le chercher. Et je suis même sûr qu'il doit déjà être loin. » Et tandis que les uns rentraient prendre chez eux un repos bien gagné, les autres se répandaient dans les salles dont ils avaient la surveillance. Le successeur de Pierre Gautret, un jeune homme nommé Albert Droquin, qui n'appartenait que depuis quelques mois à l'administration, s'engagea dans la galerie des Antiques avec un autre gardien, l'un des doyens de la maison, le père Bizot, préposé à la garde de la Vénus de Milo et de toutes les autres merveilles avoisinantes. Comme ils approchaient de la salle des dieux barbares, Droquin s'arrêta et fit « Père Bizot, ne trouvez-vous pas que ça sent une drôle d'odeur ?» Le vieux gardien renifla l'air. « Ma foi non. Je vous assure que si.
On dirait qu'on a débouché un flacon de pharmacie. » Et tout en pénétrant dans la salle, il ajouta « Ça vient de par là. » Soudain, une exclamation lui échappa. Il venait d'apercevoir Ménardier et les deux inspecteurs étendus à terre, inanimés, dans la position où Belphégor et ses complices les avaient laissés. « Père Bizot !» bégaya-t-il. « Père Bizot, regardez donc !» Tous deux, maîtrisant leur émotion, s'élancèrent vers Ménardier, qu'ils reconnurent sur-le-champ. Presque aussitôt, ils constatèrent qu'il respirait assez régulièrement et qu'ainsi que les deux agents, il n'était que profondément endormi. Le vieux gardien, se ressaisissant, s'écria « Va vite prévenir, monsieur le conservateur !» Droquin s'élança au dehors. Bizot se pencha vers Ménardier qui commençait à s'évader du sommet de plomb qui l'avait terrassé. Plusieurs gardiens qui se trouvaient dans le voisinage accouraient, attirés par les clameurs de leurs collègues. Les uns se précipitaient vers les trois policiers. Les autres s'arrêtaient devant l'excavation béante qui occupait l'emplacement du socle de la statue de Belphégor. Des cris, des interjections se croisaient. « Le bandit! Le misérable !» Cette fois, c'est 3 victimes qu'il a faites. « Mais non !» s'empressait de rectifier le père Bizot, qui seul n'avait pas perdu la tête. « Vous voyez bien qu'ils sont vivants. » En effet, Ménardier et ses 2 hommes, s'évadant de leur torpeur, commençaient à donner signe de vie, et lorsque M. Lavergne, le conservateur en chef, et M. Nabusson, conservateur adjoint, que Droquin avait alerté, apparurent dans la salle, Ménardier, redressé sur ses genoux et respirant encore avec peine, commençait à entr'ouvrir ses paupières clignotantes. Aidé par 2 gardiens, il se souleva, l'air abruti. À plusieurs reprises, il passa la main sur son front, tout en bégayant. « C'est fou. C'est insensé. C'est à croire que j'ai rêvé. » Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur les 2 autres inspecteurs, qui eux aussi reprenaient peu à peu conscience de la réalité, M. Lavergne s'approcha de Ménardier et lui demanda « Que s'est-il donc passé ?»« Ah, c'est vous, monsieur le conservateur !» constata le policier de la voix pâteuse d'un homme qui vient de s'évader, non sans peine, d'un long et profond sommeil. « Oui, mon ami, voyons, remettez-vous et racontez-moi. »« Monsieur le conservateur, c'est inimaginable. »« Ah ça, auriez-vous vu le fantôme ?»« Oui, monsieur le conservateur, et je vous jure que j'ai même cru que ma dernière heure était arrivée. » Cette déclaration, faite par un gaillard qui passait à juste titre pour être doué à la fois d'un grand courage et d'une parfaite honnêteté, produisit sur toute l'assistance une impression que nous pouvons, sans exagération, qualifier de sensationnelle. Ménardier, au milieu d'un profond silence, entama le récit du véritable cauchemar qu'il avait réellement vécu au cours de la nuit précédente, finissant son récit par ces mots. « J'ai bien cru que je le tenais. Si j'avais su, je leur envoyais une balle dans la peau, mais je voulais l'avoir vivant. D'ailleurs, je puis vous l'avouer, je n'étais pas maître de mes moyens. J'étais tout étourdi. Je ne savais plus trop ce que je faisais. Avouez que c'est extraordinaire. » Pendant que tous l'écoutaient dans le plus profond silence, un homme vêtu avec une élégante simplicité, les bords de son chapeau de feutre gris légèrement rabattu sur les yeux, se glissait dans la salle des dieux barbares. C'était Chantecoq. Profitant de ce que l'attention générale était littéralement absorbée par Ménardier, le roi des détectives laissa errer ses yeux vers le sol. Après s'être dirigé vers l'excavation d'où Belphégor et ses complices avaient retiré le coffre qui contenait le trésor des Valois, son regard devint tout à coup plus vif et se fixa sur la ferrure qui avait été abandonnée par le fantôme et gisait tout près du trou noir et béant. Le détective se baissa et s'empara de la ferrure. À plusieurs reprises, il la tourna, puis la retourna dans ses doigts. Sans doute, la trouvaille qu'il venait de faire lui parut-elle importante, car un sourire de satisfaction erra sur ses lèvres et lentement, il se dirigea vers le groupe qui entourait le narrateur, qui s'écriait « Dans ma carrière de policier, j'ai déjà été mêlé à des drames que j'ai le droit de qualifier d'extraordinaires, mais je vous jure que je n'ai jamais rien vu de pareil, et j'avoue franchement que je me demande ce qui a bien pu se passer. » Une voix vibrante proféra ces mots. « Je vais vous le dire, mon cher confrère. » Un vif mouvement de stupeur secoua l'assistance, et tous les yeux se portèrent vers Chantecoq,
qui, sans que personne ne l'eût vu venir, dressait sa fine silhouette entre M. Lavergne et Mesnardier. À la vue du grand détective, le visage de l'inspecteur se renfrogna, exprimant nettement et sans la moindre ambiguïté « Ah ça, de quoi se mêle-t-il, celui-là » Mais Chantecocq, qui pourtant avait deviné les intentions hostiles de son collègue, sans se départir de ce calme merveilleux qui le caractérisait, reprenait, tout en désignant l'excavation. « Il y avait là un trésor caché. »« Un trésor ?» répéta Mesnardier d'un air incrédule. « Parfaitement, » scandait le grand limier. « Un trésor enfermé dans un coffre Renaissance. Qui vous le donne à penser ? Cette ferrure d'angle, que je viens de recueillir au bord même du trou. » Et tout en la montrant à M. Lavergne, Chantecocq ajouta « Je crois, monsieur le conservateur, que je ne me trompe pas. » En effet, reconnaissait M. Lavergne, ce morceau de ferronnerie date bien du XVIe siècle. « Permettez-moi de vous faire observer qu'il porte les armes des Valois, » soulignait le grand limier. Méfiant, presque agressif, Mesnardier reprenait « Ce n'est qu'une hypothèse. »« Qui est confirmée, » appuyait le roi des détectives, « par la précaution que le fantôme a prise de vous endormir, ainsi que vos collaborateurs à l'aide de gaz somnifères. » À ces mots, Mesnardier ne put réprimer une grimace de mécontentement, et Chantecocq, tout en lui frappant familièrement sur l'épaule, ajouta « Estimez-vous heureux qu'il n'ait pas employé de gaz asphyxiant ?» L'inspecteur se mordit les lèvres. N'était-ce pas une leçon que lui donnait publiquement son maître? Mais un agent accourait, portant un pli à son adresse. Mesnardier s'en empara et l'ouvrit d'une main fébrile. Au fur et à mesure qu'il en prenait connaissance, son visage se détendait pour refléter peu à peu une expression de joie manifeste et presque triomphante. Et sur un ton de certitude et même de défi, il lança « Monsieur Chantecocq, veuillez vous trouver cet après-midi vers 17h quai des Orfèvres. Je crois que j'aurai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle. » Tranquillement, le roi des détectives répondait « J'y serai, mon cher ami. » Mesnardier, s'adressant à M. Lavergne et à son adjoint, « Messieurs, je crois pouvoir vous affirmer que le fantôme du Louvre ne tardera pas à être sous les verrous. » Et se tournant vers Chantecocq, qui avait accueilli cette prophétie sensationnelle avec une indifférence non dépourvue d'une certaine ironie, il ajouta « On sait encore travailler à la préfecture de police. »« Je n'en ai jamais douté, mon cher Mesnardier, » répliqua le détective avec un accent de courtoisie parfaite. « Alors, à tantôt, monsieur Chantecocq ?»« À tantôt, mon cher Mesnardier. » L'inspecteur s'éloigna avec ses deux hommes. Chantecocq glissa dans sa poche la ferrure qu'il tenait à la main, et M. Lavergne, s'approchant de lui, fit sur un ton plein de cordialité « Qu'en pensez-vous, l'as des as ?» Chantecocq répliquait « Monsieur le conservateur, j'ai toujours eu pour principe de ne jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il fût à terre. Alors, vous croyez que Mesnardier a bluffé? Pas du tout. Je suis sûr, au contraire, qu'il est sincère. J'ajouterais même que c'est un garçon très intelligent. Et j'en déduis que pour avoir réussi à endormir ainsi sa vigilance et accomplir cette nuit l'exploit que vous savez, il faut que notre fantôme soit un de ces bandits comme on n'en rencontre pas plus d'une fois ou deux par siècle. » Cependant, Mesnardier a été des plus affirmatifs. « Il y a certainement une arrestation sous roche, mais... » Et après avoir pris un léger temps, Chantecocq martela « Mais je puis vous déclarer que ce soir, Mesnardier aura à son tableau un innocent. » Chapitre 6e. Une flamme qui meurt. Dans le grand salon de la maison d'Auteuil, Elsa Bergen et Maurice de Thouars, l'air grave, préoccupés, échangeaient quelques vagues propos lorsqu'un valet de chambre annonça « Le baron et la baronne Papillon ». La baronne ne donna pas le temps à Elsa Bergen de s'avancer vers elle. Elle se précipita dans le salon, clamant, avec des larmes dans la voix « Alors, notre chère Simone ne va pas ?» Le baron Papillon s'approcha à son tour, et avec le regard vide de ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, et le ton déclamatoire de ces gens superficiels, qui s'efforcent de masquer leur insensibilité de profonds égoïstes, il demanda « Au moins notre pauvre ami n'est pas en danger ?» Mademoiselle Bergen répliquait avec tristesse « Nous n'avons plus beaucoup d'espoir. » Que dit le médecin? Simone n'a pas voulu le recevoir. Il fallait la forcer. C'eût été hâté ces derniers moments.
À ces mots, Madame Papillon se laissa tomber sur un siège. Quant à son mari, tout en s'efforçant de donner à son masque pétri de prétentions imbéciles et creuses une expression de douloureuse surprise, il s'en fut vers Maurice de Thouars et lui serra la main avec une effusion exagérée. « Voyons, fit-il d'une voix caverneuse, que s'est-il passé ?» Dissimulant avec peine l'énervement que lui causaient toutes ces visites, Maurice de Thouars répliquait « Déjà, depuis quelque temps, la santé de notre chère Simone nous causait de grandes inquiétudes. N'abusait-elle pas de stupéfiants ? Hélas oui, mais ce qui l'a surtout frappé, c'est la visite de ce fantôme. » Au mot de fantôme, la baronne eut un sursaut d'épouvante. « Le fantôme ?» s'écria-t-elle en projetant les bras en avant. « Le fantôme ? Ah, n'en parlez pas. Il me semble que je le vois sans cesse rôder autour de moi. » J'avais eu l'idée de partir pour notre château de Courteuil, qui est situé entre Dreux et Mantes. Il me semblait qu'à l'abri de ces hautes et épaisses murailles, derrière ces ponts-levis, nous eussions été plus en sécurité. Mais le secrétaire de mon mari, M. Luchner, m'en a dissuadé, prétendant que si le fantôme était décidé à nous rendre visite, il pénétrerait tout aussi facilement dans notre château de Courteuil que dans notre hôtel de Paris. Alors je suis resté. Mais je suis à bout. Je n'en dors plus. Elle était déjà un peu détraquée, soufflait l'amateur de bibelots à l'oreille du beau Maxime. Mais avec toutes ces histoires, je crains qu'elle ne devienne tout à fait folle. Tenez, écoutez-la. En effet, la baronne Papillon, qui à présent ne semblait nullement jouer la comédie, continuait tout en gesticulant. « Ce fantôme, je le vois partout, la nuit, le jour, dans mon salon, dans ma chambre à coucher, dans mon cabinet de toilette. » Et proférant un cri de terreur, elle montra d'un doigt tremblant la porte qui venait de s'ouvrir. « Le voici !» clama-t-elle épouvantée. « C'est lui, c'est lui !»« Mais non !» rectifia Elsa Bergen. « C'est Dominique. » Les yeux écarquillés, la baronne contemplait, un peu calmée, le valet de chambre qui venait d'apparaître et s'avançait d'un pas cérémonieux vers la demoiselle de compagnie à laquelle il dit « Je viens rappeler à mademoiselle que M. Chantecoq attend déjà depuis un quart d'heure dans le boudoir. »« Chantecoq » s'exclama la baronne Papillon. « Chantecoq, le roi des détectives ? Oh, faites-le entrer, faites-le venir vite, je veux le voir, je veux me placer sous sa protection. »« Dominique, faites entrer M. Chantecoq, » ordonnait mademoiselle Bergen. Le valet de chambre se retira pour revenir quelques instants après avec le célèbre limier, qui, en apercevant le couple plutôt ridicule que représentaient le collectionneur et son épouse, s'arrêta sur le seuil, en l'attitude d'un homme bien élevé qui redoute d'être indiscret. Mais mademoiselle Bergen, avec beaucoup d'affabilité, le présentait au papillon. Chantecoq s'inclina devant la baronne, serra la main que le baron lui tendait, et adressa une amicale salutation à M. de Thouars qui lui répondit avec non moins de cordialité. Achevant de rompre la glace, la demoiselle de compagnie poursuivait. Le baron Papillon, qui est un grand amateur d'antiquités, est aussi le plus fin, le plus averti de tous nos collectionneurs parisiens. Mais madame Papillon ne donna pas à la Scandinave le temps de continuer. Elle s'écria. « Monsieur Chantecoq, vous allez bientôt arrêter le fantôme, n'est-ce pas ?» Chantecoq répondit en souriant. « Je l'espère, madame. »« Figurez-vous que je ne vis plus. »« Madame, » reprit le limier, « je ne vois pas pourquoi le fantôme s'attaquerait à vous plutôt qu'à une autre. Nous possédons une telle quantité de belles choses. »« Évidemment, » reconnaissait le détective, « c'est fort tentant pour un cambrioleur. Mais rassurez-vous, baronne, les constatations que j'ai faites me permettent de vous affirmer que Belphégor, c'est ainsi que nous nommons le fantôme, est un malfaiteur beaucoup trop habile et trop prudent pour continuer ses exploits maintenant surtout qu'il a atteint l'objectif qu'il poursuivait, c'est-à-dire le trésor des Valois. »« Le trésor des Valois ?» s'exclamèrent simultanément Elsa Bergen, Maurice de Thouars et le ménage Papillon. « Parfaitement, » déclara le policier. « Il y avait donc un trésor caché au Louvre ?» interrogeait le baron. « Oui, sous la statue de Belphégor. »« Et le fantôme s'en est emparé ?»« En un tournement. »« Quand cela ? La nuit dernière. »« Décidément, » s'écriait madame Papillon, « la police est bien mal faite à Paris. »« On n'avait donc pas établi au Louvre un service de surveillance ?» observait Maurice de Thouars. « Ah si !» déclarait Chantecoq. L'inspecteur Ménardier se trouvait même dans la salle des dieux barbares avec 2 de ses meilleurs agents. « Et ils n'ont pu arrêter ce monstre ?»
Cela leur eût été bien difficile. Pourquoi? Ils étaient profondément endormis. J'espère bien qu'on va les révoquer, scandait le collectionneur. Ce n'est pas leur faute, excusait Chandcock. Belphégor leur avait fait, sans qu'ils s'en doutent, respirer des gaz somnifères. Des gaz somnifères, scandait madame Papillon, en levant les bras au ciel. Et reprise de toute sa terreur, elle se mit à piailler. C'est effrayant, c'est abominable, jamais on n'a vu une chose pareille. Ne criez pas aussi fort, madame, intervenait mademoiselle Bergen. Simone pourrait entendre. Mais oui, tais-toi donc, appuya le baron. Baronne, reprenait Chandcock, vous ne m'avez pas donné le temps de terminer. J'avais à ajouter quelques mots qui, je l'espère, vont tout à fait vous rassurer. L'inspecteur Ménardier m'a assuré qu'il était sur la piste du bandit et que son arrestation n'était plus qu'une question d'heure. Ah, je respire, fit madame Papillon. Je crois qu'après cette bonne parole, conclut le collectionneur, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Oui, c'est cela. Partons, acquiesçait la baronne. Au revoir, mademoiselle Bergen. Et en tête de linotte qu'elle était, madame Papillon ajouta, cette pauvre Simone. Vous lui direz 1000 choses aimables de notre part. Espérons que ce ne sera rien. Au revoir, monsieur de Thouars. Monsieur Chandcock, tous mes compliments. Et la demi-toquée s'enfuit avec son mari, qui, après avoir pris congé de tous, la rejoignait dans l'antichambre, en grommelant des paroles inintelligibles, qui n'étaient pas certes des éloges à l'adresse de la compagne de sa vie. Mademoiselle Bergen soupira. De grotesque. Elle, surtout, est insupportable. Chandcock reprenait. J'ai bien vu qu'elle vous agaçait, et j'ai cherché à vous en débarrasser. Et vous y avez réussi, monsieur Chandcock, tous mes meilleurs remerciements. Je me doutais bien, déclarait Maurice de Thouars, que cette histoire de trésor des Valois n'était qu'une fantaisie de votre imagination. Pas du tout, protestait le roi des détectives. Elle est parfaitement authentique. Et l'inspecteur Ménardier vous a affirmé qu'il était sur la piste du coupable. Il m'a même donné rendez-vous cet après-midi vers 5 heures à la préfecture de police, pour me donner son nom. Et vous irez? Interrogeait la demoiselle de compagnie. Certainement. En ce cas, posait monsieur de Thouars, vous renoncez à votre enquête? Non, puisque je suis ici. J'avoue que je ne comprends pas. C'est pourtant bien simple, mon cher monsieur, reprenait le détective. Ménardier prétend qu'il tient Belphégor, ou tout au moins qu'il va le tenir. Or, je suis convaincu qu'il suit une route différente de la mienne et qu'il est sur le point de commettre une grave erreur. Donc, je continue. Voilà pourquoi, concluait Chandcock, j'aurais voulu demander quelques renseignements à mademoiselle Desroches. Hélas, répliqua la Scandinave, elle ne vous entendrait même pas. Mais je pourrais peut-être vous répondre pour elle, Simone n'a guère de secret pour moi. Puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, reprenait le grand limier, je n'hésite pas à vous poser tout de suite une question d'une importance capitale. Les lettres dérobées à mademoiselle Desroches sont-elles de nature à compromettre leur signataire? Mademoiselle Bergen réfléchit un instant, puis elle dit « Soupçonneriez-vous Jacques Bellegarde d'être ?» D'un geste bref, énergique, Chandcock l'arrêta. Puis il répliqua sur un ton catégorique « Je n'ai pas de soupçon, je cherche. » Gravement, Chandcock poursuivait « Vous comprenez maintenant pourquoi j'attache un si grand prix à votre réponse. » Monsieur Chandcock, reprenait la demoiselle de compagnie, je ne voudrais pas un seul instant que vous vous figuriez que je cherche à me venger d'un homme qui a si cruellement fait souffrir ma pauvre amie. Je suis en effet très au-dessus d'un pareil sentiment. Silencieux, Maurice de Thouars approuvait de la tête les paroles de la Scandinave qui poursuivait « Mais je dois reconnaître, dans l'intérêt de la vérité, que ces lettres, dont Simone m'en avait fait lire quelques-unes, renferment certains passages qui peuvent être gênants pour celui qui les avait écrits. » Elle allait continuer, mais Juliette, la femme de chambre, accourait, bouleversée, et clamant d'une voix tremblante « Venez vite, mademoiselle est au plus mal. » Elsa Bergen s'élança vers la porte et disparut. Maurice de Thouars se disposait à la suivre. Se retournant vers Chandcock, il lui dit « Excusez-nous, monsieur. » Le détective, tout en s'inclinant légèrement, répondit « C'est moi, au contraire, qui vous demande pardon. J'ignorais que mademoiselle Desroches fût aussi gravement atteinte. »« Elle est perdue, » murmura monsieur de Thouars. «
et il ajouta avec un accent de grande douleur « Ce n'est plus qu'une flamme qui meurt ». Et tandis qu'une flamme de colère s'allumait dans ses yeux, il scanda haineusement « Ce Bellegarde est un grand coupable ». Et accompagnant Chantecocq jusque dans le vestibule, où le valet de chambre s'apprêtait à ouvrir la porte, M. de Thouars escalada à grandes enjambées les marches de l'escalier qui conduisait au premier étage. Lorsqu'il pénétra dans la chambre de Simone, Elsa Bergen, Juliette et une infirmière s'efforçaient de maintenir dans son lit la malheureuse jeune femme. En proie à un délire effrayant, les yeux révulsés, le visage décomposé, elle s'écriait, en agitant les bras « Le fantôme, je le vois, il est là, il est là !» Échappant, en un suprême effort, à celle qui s'efforçait de la calmer, d'un bond, elle sauta à bas de son lit et courut vers la fenêtre, comme si elle voulait se jeter dans le jardin. Mademoiselle Bergen et l'infirmière qui l'avait rejointe la maîtrisèrent assez facilement et déposèrent sur une chaise longue Simone, qui, brisée par ce dernier sursaut, ne manifestait plus aucune énergie et demeura prostrée, anéantie, les yeux clos. Maurice de Thouars s'était précipité sur un flacon de sel placé sur la table de nuit, et le passa à l'infirmière, qui faisait immédiatement respirer le révulsif à Simone. Au bout d'un instant, elle se ranima un peu et murmura d'une voix très faible, mais où subsistait encore l'écho d'un indicible déchirement « Jacques, Jacques !» Et tout en serrant nerveusement la main de Elsa Bergen, elle ajouta, haletante, épuisée « Vous lui direz que je lui pardonne. » Sa tête retomba en avant, elle venait de perdre connaissance. Ce fut en vain que la demoiselle de compagnie essaya de la ranimer. Et d'une voix brisée, Maurice de Thouars dit à la femme de chambre consternée « Juliette, il était temps, allez chercher un prêtre, car c'est l'agonie qui commence. » Chapitre 7e, où l'on voit les prévisions de Chantecocq se réaliser d'une façon mathématique. Conformément aux directives de Chantecocq, Jacques Bellegarde était demeuré caché dans la villa des allées de Verzy, autour de laquelle Pierre Gautret ne cessait d'exercer, avec l'aide de ses deux Danois, Pandore et Vidocq, une rigoureuse surveillance. Une chambre, située au premier, avait été réservée aux journalistes, et il avait été entendu que pendant le jour il se tiendrait dans un petit salon dont les fenêtres s'ouvraient à l'arrière de la maison, sur le jardin, et dont, par surcroît de précaution, on avait abaissé les stores. Colette avait choisi dans la bibliothèque fort bien fournie de son père quelques livres qu'elle croyait capables d'intéresser son hôte, et elle les lui avait apportés dans le petit salon qui servait de discret asile au jeune reporter. Celui-ci l'avait vivement remercié de cette délicate attention. « J'ai peur que vous ne vous ennuyiez, » exprimait Colette. « Moi, mademoiselle ? Mais c'est impossible, surtout quand vous êtes là. » Colette rougit légèrement, puis elle détourna la tête. Bellegarde se tut. Une grande mélancolie se lisait dans son regard. Un pli d'amertume et de regret sillonnait son front, et il reprit. « Mademoiselle, sans le vouloir, vous aurais-je fait de la peine ?»« Pas du tout, » protestait Colette qui s'était ressaisie. « Alors laissez-moi vous dire. »« Oui, parlez. » Dans ce « oui, parlez », il y avait à la fois tant de douceur, d'affection, de bonté et de confiance, que Jacques se sentit tout de suite enhardi à ces confidences auxquelles, un instant auparavant, il s'interdisait de se livrer. « Mademoiselle, » fit-il, « la première fois que je vous ai rencontrée, j'ai ressenti une impression à la fois très étrange et très douce. À peine avais-je échangé avec vous ces quelques paroles, qu'il m'a semblé, dès que vous vous êtes éloigné, qu'une force irrésistible, que je prenais pour de la curiosité, m'attirait vers vous. Alors j'ai voulu vous suivre, vous aborder, mais vous m'en avez empêché. Comment cela ? Par votre regard. Oh, certes, je n'ai lu en lui aucune indignation, aucune colère. Il était au contraire si calme, si lumineux, si clair, que j'ai deviné en une seconde toute votre âme. Une âme comme la vôtre, mademoiselle, est faite avant tout pour être respectée, et cela n'a fait que grandir l'attrait subit que vous avez éveillé en moi. Ensuite, longuement, j'ai pensé à vous. J'ai regretté de vous avoir ainsi perdu de vue, sans doute pour toujours, et j'ai éprouvé une véritable peine en songeant que je ne vous reverrai jamais. Pourtant, ponctua Colette, en baissant légèrement la tête. Le journaliste reprit. « Oui, le lendemain, cette rencontre au restaurant des Glycines.
et à laquelle vous avez eu le tact si délicieux de ne pas faire la moindre allusion. Je l'ai oublié, affirmait la jeune fille avec un accent de sincérité charmante. Pas moi, déclarait Jacques. Oh, pourquoi? Je crains que, à votre insu, peut-être, cet incident ait laissé en vous une mauvaise impression, que vous croyez effacée, mais qui, au contact d'événements toujours possibles, peut reparaître et vous indisposer contre moi. Ne croyez pas cela, monsieur Jacques, affirmait la jeune fille. Puisque vous tenez tant à revenir sur le fait qui a marqué notre seconde rencontre, je vous dirai nettement que, loin de vous en rendre responsable, je vous ai plaint de tout mon cœur. Merci, fit Jacques avec effusion. Je crois que vous êtes encore plus généreuse que je ne le pensais. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice, définit Colette. Alors, mademoiselle, accentua le journaliste, dont les traits s'étaient rassérénés, je n'ai plus qu'à me réjouir de cette algarade, puisqu'elle a été pour moi mieux que le prétexte, c'est-à-dire la raison d'en finir avec une situation qui pesait aussi lourdement ma conscience qu'à mon cœur. Colette, tout en réprimant un soupir, interrogeait un peu craintivement. « Pourtant, vous avez aimé cette femme. »« J'ai cru l'aimer, » affirmait le reporter, avec un accent de loyauté parfaite. « En effet, si j'avais été attaché à elle par les liens si puissants d'un véritable amour, croyez-vous que j'eusse rompu avec autant de facilité une liaison qui m'effrayait, depuis un certain temps déjà, parce qu'elle risquait de m'absorber au point de nuire à mon travail, et peut-être même de compromettre mon avenir. Mais elle, murmurait la fille du détective, elle doit encore beaucoup souffrir. Elle aussi a cru m'aimer, expliquait Jacques. Qu'en savez-vous? S'écria la jeune fille. La jalousie que vous lui inspirez ne prouve-t-elle pas combien elle vous est attachée? C'est une romanesque, une cérébrale. Elle vit dans une atmosphère qui ne peut malheureusement qu'exercer sur elle une très pernicieuse influence. Je me suis ressaisi le premier. Mieux eût valu que nous nous rendissions compte en même temps de notre mutuelle erreur. Je crois d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à voir clair en elle, puisqu'au cours d'une récente entrevue, la dernière que nous aurons jamais, elle a fini par reconnaître elle-même que mieux valait ne plus nous voir. Tout cela est très pénible, conclut Colette avec un accent de touchante pitié. Je regrette de vous voir attristé par ces confidences, soulignait Jacques. Elles étaient nécessaires, affirmait gravement la jeune fille. Puis, d'une voix subitement douloureuse, elle reprit. Mais, n'est-ce pas, nous n'en reparlerons jamais. Mademoiselle Colette, s'écria Bellegarde, en remarquant la tristesse subite de la jeune fille. Et tout en lui prenant la main, il s'écria. Qu'avez-vous donc? On dirait que vous allez pleurer. Non, ce n'est rien, affirma la jeune fille en refoulant ses larmes. Puis elle ajouta. Ce doit être cruel, lorsqu'on s'aime vraiment, d'être obligé de se quitter. Jacques, bouleversé par ces paroles, qui étaient presque un aveu, allait répliquer, lorsque la porte s'ouvrit avec fracas, et la brave Marie-Jeanne apparut dans un état d'agitation impossible à décrire. Son chapeau ballottait sur sa tête, sa figure avait perdu le teint de pivoine qui lui était habituel, et apparaissait aussi blanche qu'une pleine lune d'hiver. Colette, sans prendre les choses au tragique, demanda aussitôt « Je parie, Marie-Jeanne, que vous allez encore nous annoncer une catastrophe. » « Bien pire, s'exclama l'excellente femme, en roulant d'énormes yeux en boule de loto. Et tout d'un trait, elle lâcha. « Monsieur Jacques, voilà maintenant qu'ils vous prennent pour le fantôme du Louvre. » Et Marie-Jeanne, à bout de souffle, s'effondra sur un siège. Colette et Jacques échangèrent un regard qui prouvait que les révélations de madame Gautret ne provoquaient pas en eux la stupéfaction à laquelle celle-ci était en droit de s'attendre. Et rejoignant la cuisinière qui s'évertuait à reprendre souffle et ses esprits, le journaliste lui dit avec un accent de grande bienveillance « Rassurez-vous, ma bonne Marie-Jeanne, et racontez-nous ce que vous savez. »« Ah, ne m'en parlez pas, monsieur Jacques. Il faut en parler, au contraire. »« Oui, vous avez raison. Excusez-moi, mademoiselle Colette, je n'ai plus la tête à moi. S'en prendre à vous, monsieur Jacques, vous, un si honnête homme. » Et Marie-Jeanne, qui s'était ressaisie, poursuivit avec volubilité. « Eh bien voilà, posa la commère. Ainsi que vous me l'aviez demandé, je m'étais rendu, monsieur Jacques, à votre appartement pour y prendre les différents objets que vous m'avez désignés. J'étais en train de sortir de votre armoire vos chemises de nuit et vos chaussettes, lorsque l'on se mit à frapper à grands coups à la porte d'entrée. Je me précipitai dans l'antichambre et j'entendis des voix qui crient dans le vestibule « Ouvrez, au nom de la loi !» J'ouvris,
et me trouvais nez à nez avec 5 bonshommes parmi lesquels je reconnus le petit Fouinard. Le petit Fouinard? Oui, l'inspecteur Ménardier. Celui qui voulait à tout prix que mon homme fût le fantôme du Louvre. Alors, un grand type qui n'avait pas l'air commode me dit « Je suis le commissaire de police, et je veux parler à monsieur Jacques Bellegarde. » Je lui répondis comme de raison que vous étiez parti en voyage. Alors le petit Fouinard s'écria en ricanant « Parbleu, je m'en doutais !» Et le commissaire, d'un ton sec, riposta « Nous allons perquisitionner. » Avant même que j'aie eu le temps de dire « Ouf !» ils envahissent l'appartement. Le commissaire, le Fouinard, avec les 2 agents civils qui les accompagnaient, s'en vont droit à votre cabinet de travail, comme s'ils étaient chez eux. Ils n'ont pas été longs à vous ouvrir les tiroirs, à fouiller dans les papiers, dans les dossiers. Comme ils ne trouvaient rien, le commissaire recommençait à s'impatienter, mais Ménardier, tirant de sa poche une lettre, la lui a montrée en grommelant. « Elle m'a été remise ce matin, elle est anonyme, mais elle confirme tous mes soupçons. » Le commissaire a répliqué. « Cependant, vous m'avez dit vous-même que vous aviez vu Bellegarde en train de poursuivre le fantôme. » Mais le petit Fouinard, qui ne voulait pas en démordre, s'est écrié « Poursuite simulée, complicité certaine !» Et les poings crispés, Marie-Jeanne s'écria « Je l'aurais bouffé, ce type-là, mais je n'ai pas osé, car j'ai bien senti que je ne serais pas la plus forte. » Alors il s'est mis à tout bousculer dans la bibliothèque, flanquant par terre vos beaux livres à tranches dorées. Derrière une rangée, il a dégoté un vieux cahier qu'il s'est mis à feuilleter d'un air intéressé. Pendant ce temps-là, le commissaire ouvrait votre tiroir et en retirait un morceau de fer. « Un morceau de fer ?» interrogeait Bellegarde. « Oui, j'ai pas très bien pu voir ce que c'était, mais ça m'avait tout l'air d'un vieil article qu'on aurait acheté à la foire aux puces. Et puis, il a ramené des lettres, des pièces d'or qu'il a étalées sur la table. »« Des pièces d'or ?» déclarait le reporter. « Il y a beau temps que je n'en ai plus chez moi. » Avec force et insistance, Marie-Jeanne affirmait. « Pourtant, c'en était bien, des pièces d'or, j'en suis sûr. » Alors le commissaire, appelé Ménardier, qui était toujours en train d'examiner le cahier, y est venu tout de suite vers lui. Tout en se montrant à leur découverte, ils se sont mis à parler à voix basse. Je n'ai pas saisi tout ce qu'ils disaient. Je n'ai entendu que quelques mots. Grimoire, ferrure, Henri III. Et puis, j'ai cru comprendre qu'ils parlaient d'une rue. La rue comment déjà? Ah oui, j'y suis. La rue de Giry. Vous savez où elle perche, cette rue-là? Moi, je ne la connais pas. Enfin, le petit Fouinard s'est écrié. Cette fois, j'en suis sûr, je tiens notre bandit. J'ai voulu le questionner, mais il m'a envoyé promener. Ah, quel vieux choléra! Je lui garde un chien de ma chienne. Et puis, ils sont partis en emportant leur butin. J'ai attendu un bon moment pour filer, car j'avais peur qu'ils me fassent suivre. Dame, je suis plutôt facile à repérer. Alors, au bout d'1 heure, pour bien les mettre dedans, j'ai pris un taxi et je suis allé porter vos bibelots aux petits Parisiens. Et puis je suis remonté jusqu'à Barbès, où j'ai pris le métro, et voilà. Et Marie-Jeanne conclut. Vous verrez, monsieur Jacques, qu'ils vont vous accuser d'avoir assassiné Sabara. Bellegarde, qui avait écouté le récit de la brave femme avec une nervosité sans cesse croissante, s'écriait, au comble de l'indignation, « C'est trop fort !» Il allait s'élancer vers la porte lorsque Colette le retint. « Où allez-vous donc ?» demanda-t-elle d'un ton plein d'anxiété. « Me justifier !» La fille du détective scande avec force. « Rappelez-vous que mon père vous a recommandé de ne pas bouger d'ici. » Le journaliste répliquait. « Je ne puis demeurer sous le coup d'une accusation pareille. Restez, je vous en prie, » suppliait Colette. Emporté par le désir de confondre ceux qui l'accusaient, Bellegarde allait passer outre, mais Chantecoq apparut sur le seuil de la porte que le jeune reporter s'apprêtait à franchir. Le visage souriant, le grand limier l'arrêta d'un geste à la fois énergique et amical. « J'ai tout entendu. Calmez-vous, mon ami, je vous en prie. Vous allez voir que tout cela va s'arranger. » Tandis que Colette rejoignait Marie-Jeanne et s'efforçait de la rassurer, Chantecoq prit Bellegarde par le bras, et après avoir refermé la porte, il l'emmena au milieu de la pièce et commença à lui murmurer quelques mots à l'oreille. À mesure que le roi des détectives parlait, le visage du journaliste se rassérénait. Et lorsque le père de Colette eut terminé, Jacques fit d'un air satisfait et même joyeux. « Décidément, monsieur Chantecoq, vous êtes un homme de génie. »« Dites plutôt que je sais mon métier, » protestait modestement le premier policier de France. Et s'adressant à sa fille, il ajouta « Tout marche très bien. Je vais seulement m'occuper de mettre notre ami Bellegarde à l'abri de toute indiscrétion. Mais je crois qu'avant peu, le véritable Belphégor aura de mes nouvelles. Car cet animal de Ménardier est tellement buté, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, qu'il est capable d'attirer des ennuis à notre ami.
D'autre part, il faut bien reconnaître que le fantôme du Louvre a fort habilement manœuvré. Chandcock emmena aussitôt son hôte dans le laboratoire, où nous l'avons vu précédemment analyser le contenu de l'un des bonbons empoisonnés. Allant droit à une grande armoire, il l'ouvrit à l'aide d'une clé empruntée au trousseau qu'il avait toujours en poche. Les 2 bâtons de meubles laissèrent apparaître, suspendus à des porte-manteaux, des vêtements et des uniformes de toutes sortes. Chandcock choisit tour à tour une redingote, un gilet, un pantalon noir et un chapeau genre Borsalino qu'il remit à Bellegarde. Il s'enfuit ensuite vers une commode dont il tira à lui le premier tiroir. Il était rempli de boîtes en carton qui portaient toutes une étiquette. Il en prit une et en retira une perruque aux cheveux abondants, une moustache en croc et une barbiche à la mousquetaire. Puis il s'en fut déposer tous ses postiches sur une table à maquillage, telle qu'on en voit dans les loges d'artistes, et qui était munie de tous les accessoires nécessaires. Jacques, quittant son complet, commença à revêtir les habits que Chandcock venait de lui remettre. « Nous sommes à peu près de la même taille, » déclara ce dernier. « Vous allez voir que tout cela va vous aller à merveille. D'ailleurs, le rôle que je vous demande de jouer ne réclame pas une grande élégance. » Lorsque Bellegarde eut terminé son échange, le roi des détectives lui jeta un peignoir sur les épaules. Puis, après l'avoir fait asseoir devant la table à maquillage, avec une dextérité et une sûreté de touche remarquables, il enduisit le visage du journaliste d'un fond de teint qui lui bistra la peau, comme celle d'un Italien de Calabre. Ensuite, il le coiffa de la perruque, l'aida à se coller sous le nez le menton, la moustache et la barbe qui s'accordaient merveilleusement avec la chevelure postiche. Et après avoir remis à Jacques une paire de lunettes à monture d'écaille, que le jeune reporter s'empressa de faire chevaucher sur son nez, il lui dit « Maintenant, mon ami, regardez-vous dans la glace. » Bellegarde se plaça juste devant le miroir qui surmontait le meuble devant lequel il était assis. Une exclamation de surprise et de satisfaction lui échappa. En effet, la transformation était si complète, si absolue, qu'il était impossible, même à l'œil le plus exercé, de penser qu'elle était due à un artifice de camouflage, et que le personnage qui se dissimulait sous cette identité nouvelle n'était autre que le jeune et déjà célèbre reporter du Petit Parisien. Chandcock, ravi, s'écriait « C'est parfait, et je défie qui que ce soit de vous repérer. » « En effet, c'est prodigieux, » admirait le journaliste. D'un air résolu, Chandcock scanda « Maintenant, seigneur Belphégor, à nous 2. » À la même heure, une torpédosport filait à toute allure sur la route de Mantes à Dreux. Le bossu tenait le volant. Assis près de lui, l'homme à la salopette lisait à haute voix le billet suivant. « Lorsque vous aurez transporté le trésor à l'endroit que je vous ai indiqué, il ne vous restera plus qu'à me débarrasser de Chandcock, qui commence à devenir singulièrement encombrant. Belphégor. » Le bossu eut plusieurs petits hochements de tête approbatifs. Tout en déchirant le papier en 1000 morceaux, qu'il abandonna au vent, l'homme à la salopette martela. « Ce détective est un adversaire redoutable. »« Possible, » ricana le bossu. Et le regard tout flambant d'une haine et d'une cruauté implacable, il ajouta « Mais demain soir, le coq aura fini de chanter. »